Qu'est-ce qui ne va pas avec ma carte, bon sang? Ce cri strident, presque perçant pour les tympans, jaillit du haut-parleur de mon smartphone. Je pris une gorgée de mon café chaud fraîchement infusé et inspirai calmement. Dehors, par la fenêtre, s'étendait un vaste ciel d'automne bien dégagé. Je ne permettrai pas qu'une belle fille comme toi fasse la loi dans la maison Montgomery. Tels étaient les mots que ma belle-mère Eleanor m'avait jetés à la figure 3 ans auparavant lors d'une réunion de famille. Et, conformément à ses ordres, je n'avais aucunement l'intention de franchir à nouveau le seuil de cette demeure étouffante. Je suis désolé. À qui ai-je l'honneur, demandai-je d'une voix délibérément enjouée mais totalement dénuée d'émotion. À ce moment-là, je ne savais pas encore que dans tout juste un jour, mon ex-mari Caleb et sa mère, en apprenant toute la vérité, deviendraient pâles comme des linges et s'effondreraient à genoux devant moi. À l'autre bout du fil, j'entendais le murmure d'une langue étrangère inconnue et une musique élégante. C'était probablement à Nice, en France. Ma belle-mère était au milieu d'un somptueux voyage en Europe qu'elle avait organisé pour ses amies prétentieuses. « Comment ça, à qui as-tu l'honneur ?»« C'est moi, ta belle-mère Eleanor. Je suis à la caisse d'une boutique de luxe sur la promenade des Anglais à Nice. » Sa voix tremblait de fureur, menaçant de bondir hors du téléphone. J'éloignai légèrement l'appareil et fixai la surface refroidissante de mon café. La caissière me jette déjà un regard noir. « Essaies-tu de m'embarrasser ? Appelle la banque immédiatement et fais débloquer cette carte. » J'imaginais la carte de crédit qu'Eleanor devait serrer dans sa main au comptoir. Brillant d'un éclat doré, c'était une carte secondaire liée à mon compte professionnel personnel. Depuis 15 ans, ma belle-mère était fermement convaincue que cet argent était gagné par son fils brillant, et elle le dépensait sans compter et sans le moindre remords. « Êtes-vous sûr de ne pas vous tromper de numéro ?» répondis-je d'un ton glacial, sans manifester la moindre agitation. « As-tu perdu la tête? As-tu oublié la voix de ta propre belle-mère? Arrête de jouer à ce petit jeu. » Son cri tonna, mais mon cœur resta parfaitement calme. Les chaînes qui m'avaient entravé pendant tant d'années tombaient enfin. « Mon nom est Vance, mais je ne suis plus votre belle-fille. Il y a 3 jours, mes papiers de divorce contre Caleb ont été officiellement déposés. » Un silence complet s'installa à l'autre bout de la ligne pendant quelques secondes. Seuls les bruits de la vie parisienne mondaine s'infiltraient discrètement. « Un divorce ? De quelle sottise parles-tu ? Cal ne m'a pas dit un mot à ce sujet. » Je soupirai doucement et exposai les faits sèchement, sans émotion. « Je ne sais pas ce que Caleb vous a expliqué, mais la demande de divorce a été déposée. À l'heure actuelle, la procédure légale a commencé. » Eleanor eut le souffle coupé, mais son arrogance innée reprit immédiatement le dessus et elle hurla de plus belle. « Je ne peux pas permettre à une étrangère d'utiliser ma carte de crédit, je l'ai donc annulée hier. » En entendant cela, ma belle-mère ricana, mensonge. Mon fils Cal m'a donné cette carte. Elle ne peut pas être à toi. Tu n'es qu'une paresseuse assistée qui reste assise à la maison toute la journée sans rien gagner. Je me remémorai toutes les insultes que j'avais endurées pendant 15 ans de mariage et je souris calmement. Regardez attentivement le recto de la carte. Le nom d'Alara Vance devrait y être gravé. C'est ma carte personnelle, liée à mon compte d'entreprise en tant qu'entreprise individuelle. Un bruit de froissement provint de l'autre bout du fil. Elle retournait frénétiquement la carte. Durant ces 15 années, aucun débit n'a jamais été effectué sur le compte de Caleb Montgomery. Les dépenses pour votre séjour à Nice, le paiement de l'hôtel de luxe et les achats dans cette boutique. Je prononçai lentement mes derniers mots. Vous allez devoir payer tout cela avec votre propre argent liquide. Et maintenant, au revoir. Ce n'est pas possible. Attends. Avant qu'elle ne pût ajouter quoi que ce soit, j'appuyai sur le bouton de fin d'appel et ajoutai immédiatement son numéro à ma liste de numéros bloqués. Dans le silence du salon de mon nouvel appartement, je m'enfonçai dans le canapé. 15 ans. 15 longues et agonisines années que j'avais endurées en tant qu'épouse de Caleb Montgomery et belle-fille d'Eleanor Montgomery. Je travaillais jour et nuit comme traductrice médicale indépendante. Les traductions dans ce domaine hautement spécialisé étaient très bien rémunérées et mes revenus dépassaient largement le salaire de Cal. Il était responsable des ventes dans une entreprise de taille moyenne, mais sa vanité le poussait à offrir constamment des verres et des repas à ses collègues et subordonnés. Son modeste salaire était loin de suffire au style de vie fastueux qu'il menait. C'est pourquoi je couvrais la majeure partie de nos dépenses courantes, payais les divertissements de ma belle-mère et même les frais de sociabilisation avec la famille.
C'est le devoir d'une belle fille de servir la famille Montgomery. Tu es l'épouse de mon fils, déclarait Eleanor à la moindre occasion, me traitant comme une servante bien pratique ou un portefeuille sans fond. Cal se contentait toujours de sourire. Maman est juste vieille école. Sois la plus intelligente. Laisse couler. Il se moquait bien de savoir combien de nuits blanches je passais à terminer une traduction ou à quel point j'étais épuisé par les tâches ménagères. Il considérait mon travail comme un petit boulot facile, consistant simplement à tapoter sur un clavier à la maison. Il prenait mes efforts pour acquis. J'avais décidé de divorcer non seulement par fatigue ou par ressentiment accumulé envers ma belle-mère, mais parce que j'avais découvert une trahison cruciale. Cal ne se contentait pas de gâter sa mère avec mon argent, il s'en servait également pour satisfaire ses propres désirs d'une manière qui me blessait profondément et bafouait ma dignité humaine. 3 jours plus tôt, j'avais placé la demande de divorce dûment remplie et un dossier épais de documents sous les yeux de Cal. Il avait ricané, ne me prenant pas au sérieux. Encore une crise d'hystérie. Fais ce que tu veux. Tu crois vraiment que je vais signer et déposer ça? Tu ne tiendrais pas un jour sans moi. Il ne croyait pas une seconde que je partirais réellement. Cependant, je n'avais nullement l'intention de falsifier sa signature sur les documents au milieu de la nuit pendant qu'il dormait. Je ne voulais pas commettre d'acte illégal ni affaiblir ma position. Plusieurs années auparavant, lors d'une de nos disputes, il avait signé lui-même la demande en se vantant « Très bien, je divorce quand tu veux ». J'avais précieusement conservé ce document toutes ces années. Je l'avais déposé au tribunal pour lancer la procédure. Soudain, l'écran de mon smartphone s'alluma et une brève vibration fit trembler la table en verre. Une notification d'une application de messagerie. L'expéditeur était mon ex-mari, Cal. Un message d'une insouciance et d'une cruauté écœurante apparut sur l'écran. « Alara, maman vient de m'appeler en larmes. Elle dit que tu as annulé la carte familiale. C'est allé trop loin. Contacte la banque immédiatement et remets tout en ordre. » Je fixai froidement le message. Un autre message de Cal suivit, « Je te pardonne pour cette fois. Sois à la maison pour le dîner. Je me suis déjà occupé des tâches ménagères. » Je retournai mon smartphone face contre table et finis mon café refroidi. Cal ne comprenait toujours rien. Il ne comprenait pas que j'avais remis toutes les preuves des 15 dernières années à un avocat de premier ordre. Il ne comprenait pas qu'une lettre recommandée destinée à son entreprise devait arriver cet après-midi même. Il ne comprenait pas non plus que sa jeune maîtresse, qu'il s'efforçait tant de protéger, tramait ses propres plans derrière son dos. Eh bien, votre véritable enfer ne fait que commencer. En regardant le message égoïste de mon ex-mari, je retournai calmement le smartphone face contre table. Ces mots arrogants ressemblaient à ceux d'un parent réprimandant un enfant pour une bêtise mineure. Il considérait encore la trahison qui venait de briser 15 ans de mariage comme une simple passade légère. Il ne réalisait même pas que c'était lui qui aurait dû supplier sa femme de lui pardonner. La bêtise de cet homme m'incita à prendre une grande inspiration, remplissant mes poumons d'air frais. Pourquoi étais-je resté avec un tel homme pendant 15 longues années? Cela me semble étrange aujourd'hui, mais j'étais autrefois très attaché au concept de la famille. J'avais été élevé dans le respect des traditions anciennes où l'opinion publique comptait énormément. Je pensais qu'une fois marié, le devoir d'une épouse était de préserver le foyer à tout prix. J'avais épousé Cal à 31 ans. À cette époque, je venais de quitter l'entreprise de traduction où je travaillais depuis de nombreuses années pour commencer ma carrière de traductrice médicale indépendante. Chaque journée était remplie d'anxiété et de pression. Cal, que j'avais rencontré alors, semblait calme, gentil et fiable. Je soutiendrai ton rêve de tout mon cœur, Alara. Nous partagerons les tâches ménagères à parts égales. Nous construirons un foyer chaleureux ensemble. Ces paroles prononcées lors de sa demande en mariage étaient encore gravées dans un coin de ma mémoire. Il ne fallut pas longtemps pour réaliser à quel point j'avais été sotte de les croire. Moins de 6 mois après le mariage, ma belle-mère, Eleanor, commença à s'immiscer dans notre vie. Une épouse Montgomery qui travaille à côté, c'est une honte. Rester assise à la maison à tapoter sur un clavier, c'est un jeu d'enfant. Eleanor considérait mon travail, qui exigeait des connaissances spécialisées approfondies et une grande concentration, comme une simple distraction pour tromper l'ennui. Quand je demandais de l'aide à Cal, il prenait toujours un air coupable et m'exhortait à endurer la situation. Maman est juste vieille école. Sois la plus intelligente. Laisse couler. Si je lui dis quelque chose, elle va se vexer.
En 15 ans, il ne contredit jamais sa mère une seule fois. Cal, ne voulant pas créer de conflit, prenait toujours le parti de ma belle-mère, me désignant comme la coupable pour préserver la paix. Il me regardait de haut depuis sa position confortable de bon fils et de mari neutre. Avec le temps, la promesse de partager les tâches ménagères s'évanouit complètement et le fardeau retomba entièrement sur mes épaules. Je me levais à 5 heures du matin, préparais le panier repas et le petit déjeuner de Cal, et après son départ, je faisais le ménage et la lessive de manière impeccable. Ma belle-mère arrivait souvent à l'improviste, chaque fois, je devais interrompre mon travail, lui préparer du thé et écouter ses piques pendant des heures. Après son départ, de l'après-midi jusque tard dans la nuit, je me plongeais dans mon travail de traduction, luttant avec des bases de données médicales complexes et des logiciels de traduction. En raison de ma collaboration avec des clients internationaux et des délais serrés, je dormais souvent moins de 3 heures. Même lorsque j'avais de la fièvre, Cal ne s'inquiétait que de lui-même. Et pour mon dîner? Malgré tout, je continuais à travailler car le seul revenu de Cal n'aurait jamais suffi à nos besoins. Il occupait le poste de responsable des ventes dans une entreprise de taille moyenne, mais son salaire n'était pas élevé. Malgré cela, il était vaniteux et buvait avec ses collègues presque chaque soir. On ne peut pas réussir dans la vente sans cela. J'investis dans mon avenir. Avec ces mots, il dépensait notre argent de ménage chaque mois, et même ses primes servaient à rembourser son prêt automobile ou sa passion pour les montres. Je couvrais le déficit moi-même. Dans la traduction médicale, les revenus dépendent des qualifications. Heureusement, la précision de mes traductions et mon respect des délais étaient très appréciés de mes clients, et mes revenus augmentaient chaque année. Je cachais à ma belle-mère que je couvrais la majeure partie des dépenses pour ne pas blesser la fierté de Cal. C'était peut-être ma plus grande erreur. Eleanor croyait fermement que nous vivions confortablement grâce à l'argent que Cal gagnait. Mon fils réussit si bien, mais il n'a pas eu de chance avec sa femme. Pauvre garçon. Lors des fêtes de famille, des anniversaires et du Nouvel An, elle répétait cela en ma présence et riait. Elle mangeait des friandises achetées avec mon argent, offrait des cadeaux achetés avec mon argent et me traitait comme une servante pendant tout ce temps. De plus, Eleanor commença à me réclamer de l'argent de plus en plus souvent. Mes amis et moi allons dans un complexe thermal. Donne-moi de l'argent de poche. Pourrais-tu demander à Cal de m'acheter ce sac de créateur? Je savais que Cal n'avait pas cet argent. Finalement, je retirais de l'argent de mon compte, je mentais en disant « c'est de la part de Caleb » et je le lui donnais. Cette vie tordue continua ainsi pendant 5 ans, jusqu'à ce que ma belle-mère réclame soudainement une carte de crédit familial. C'est peu pratique de demander de l'argent de poche à chaque fois. Je fais partie de sa famille, c'est tout naturel. Cal me supplia, s'il te plaît, je ne veux pas gâcher ma relation avec maman. Tu peux même réduire mon argent de poche. Finalement, j'obtins une carte supplémentaire liée à mon compte professionnel et la lui donnai. Elle s'en vanta auprès de ses amis, la faisant passer pour un cadeau de son fils. Des dîners dans des restaurants chers, des salons de spa, plusieurs voyages à l'étranger par an. Chaque mois, en regardant les relevés de plusieurs milliers de dollars, une petite partie de mon cœur mourait. Mais je continuais à endurer car je ressentais une culpabilité injuste de ne pas avoir d'enfant. Tant d'années de mariage et toujours pas de petit enfant. Tu t'es probablement déréglé à rester assise devant cet ordinateur toute la journée. C'est pour ça que tu ne peux pas avoir de bébé. Les paroles sans cœur de ma belle-mère me transperçaient la poitrine encore et encore. Parfois, j'étais humilié devant tous nos proches. Chaque fois, je me mordais la lèvre et endurais en silence. En réalité, après des examens de fertilité, il s'avéra que le problème ne venait pas de moi, mais de Cal. Cependant, il ne pouvait absolument pas accepter ce fait et refusa de dire la vérité à sa mère. Si maman apprend que la cause vient de moi, elle va faire une crise cardiaque. S'il te plaît, protège mon ego. À ce moment-là, je sentis mon amour pour lui s'éteindre définitivement. Cet homme faisait passer sa réputation et son image auprès de sa mère avant la dignité de sa femme. C'était un lâche qui ne pensait qu'à être ménagé, me poussant en première ligne. Dès lors, je tuai tous mes sentiments et vécus simplement comme une fonction, une machine à gagner de l'argent, une machine à faire le ménage, un mur pour parer les reproches de ma belle-mère. Heureusement, mon travail ne me trahit pas. Mes compétences s'accrurent. Je décrochai des contrats directs avec de grandes entreprises pharmaceutiques étrangères. Je bâtis méthodiquement mon capital, préparant secrètement ce jour précis.
L'amour s'était éteint depuis longtemps, mais je ne pouvais pas me décider immédiatement à divorcer. L'opinion publique et le sens des responsabilités cultivées pendant 15 ans me retenaient. Je me convainquais que Cal, bien que peu fiable et vaniteux, essayait de préserver la famille à sa manière maladroite, jusqu'à ce que je remarque cette petite anomalie. Cela s'était produit 6 mois plus tôt, par une nuit froide et pluvieuse. Cal était rentré ivre et je rangeais son costume qu'il avait jeté de côté. En vérifiant les poches avant de l'envoyer au pressing, mes doigts effleurèrent un reçu. Ce n'était pas un double de la carte familiale que je lui avais donnée, ni un reçu de paiement en espèces. Il mentionnait le nom d'une marque de bijoux de luxe que je ne connaissais pas et un montant de $2500. Et dans la description de l'article figuraient les mots « alliance assortie », ainsi que des frais supplémentaires pour la gravure. En 15 ans de mariage, Cal ne m'avait jamais offert d'autre bague que mon alliance. En regardant ce reçu, je sentis le sang se glacer dans mes veines. Et, d'une main tremblante, je saisis son smartphone. C'était la porte d'entrée vers toute la vérité. Cette nuit-là, dans la poche du costume que mon mari Cal avait jeté de côté, je trouvais un unique reçu. Il indiquait clairement $2500 et des alliances assorties. Je me tenais dans la pénombre du salon, serrant ce morceau de papier entre mes doigts glacés. Le tambourinement de la pluie froide contre la fenêtre semblait ne faire qu'approfondir le vide dans mon âme. $2500. Une somme que je gagnais en passant des nuits entières penchées sur des ouvrages de référence médicaux, en réduisant mon sommeil et en menant à bien plusieurs projets complexes. Durant toutes nos 15 années de mariage, Cal n'avait jamais compris la valeur de cet argent. Il avait utilisé la carte familiale, une carte qui puisait dans mon compte, et avait négligemment commandé des alliances assorties pour une autre femme. En écoutant les ronflements bruyants de Cal qui provenaient de la chambre, je fixai l'obscurité d'un regard froid. Au lieu de la tristesse, je sentis une fureur sourde et lourde monter du plus profond de mon être. En y repensant, le comportement de Cal ces derniers mois avait été manifestement étrange. Des incohérences mineures antérieures s'assemblaient désormais comme les pièces d'un puzzle. Tout d'abord, il avait commencé à emporter son smartphone partout avec lui. Auparavant, il le laissait négligemment sur la table du salon, mais désormais il l'emportait même dans la salle de bain et sous la douche. De plus, il le posait toujours écran face contre table, le comportement classique de quelqu'un qui a quelque chose à cacher. En outre, il commença à manifester un souci anormal de son apparence. Le week-end, cet homme qui passait d'ordinaire la journée en pyjama et mal rasé se coiffait désormais méticuleusement devant le miroir chaque matin. Le costume que je lui avais acheté avec mes économies, il l'appelait maintenant « bon marché ». Et avec son propre argent de poche, il s'en fit faire un sur-mesure. L'apparence est importante dans la vente. C'est gênant devant mes subordonnés, se justifiait-il. Mais la senteur légère et juvénile de l'eau de Cologne que je captais lorsqu'il passait à côté de moi ne convenait guère à un responsable des ventes d'âge moyen. Chaque fois que je sentais ce parfum, un voile sombre enveloppait mon cœur. Néanmoins, je ne lui posais pas de questions car je ne voulais pas provoquer de scènes sans preuve solide. Peut-être qu'au fond de moi, j'avais peur. À 46 ans, sans enfant, ayant consacré 15 ans uniquement au travail et au foyer, l'idée de briser mon mariage et de me retrouver seul m'effrayait. Le lendemain matin, comme d'habitude, je me levai à 5 heures et préparai le déjeuner de Cal. Tout en roulant l'omelette, les pensées concernant le reçu de la veille ne me quittaient pas. Cal entra dans la cuisine comme si tout lui était dû, s'assit à la table, les yeux rivés sur son smartphone. « J'ai un voyage d'affaires ce week-end », dit-il en avalant sa soupe sans me regarder. « C'est le 3e ce mois-ci », demandai-je doucement. Il laissa échapper un soupir exagéré. « Oui, on m'a confié un nouveau projet majeur. Des heures supplémentaires chaque day. Je suis tellement fatigué. Toi, tu as de la chance. Tu restes assise à la maison à tapoter sur un clavier. Pas de stress. » Je ne répondis rien à ces paroles condescendantes habituelles. Je regardai simplement le col soigneusement repassé de sa chemise et ressentis un sentiment de vide. Dans cette chemise, que j'avais repassée après une nuit blanche, il s'en allait rencontrer une autre femme. « Eh bien, prends soin de toi. » Où a lieu ce voyage d'affaires ? Oh, dans une usine à Cleveland. Des réunions d'inspection. Je n'aurai même pas le temps de faire du tourisme, répondit-il, le regard fuyant et hésitant légèrement. Je vois, répliquai-je en me versant une tasse de thé chaud. Le même après-midi, ma belle-mère, Eleanor, arriva sans prévenir.
Alara, je sais que tu es là. Ouvre. En entendant sa voix acérée à l'interphone, j'interrompis mon travail et allai lui ouvrir. En me voyant, Eleanor soupira bruyamment, toujours enfermée chez toi avec cette mine renfrognée. Tu devrais sortir, discuter avec les voisins. Cal a acheté un si bel appartement, et tu lui fais honte. L'apport personnel et les mensualités élevées du prêt hypothécaire étaient entièrement payés par moi. Mais comme Cal le dissimulait soigneusement, Eleanor me regarderait à jamais de haut comme la belle-fille entretenue par son fils. Je la conduisis silencieusement au salon et lui préparai son thé japonais de luxe préféré. Eleanor, en prenant une gorgée, sortit une brochure de son sac et la posa sur la table. Le mois prochain, les dames de mon quartier et moi allons à Aspen pour voir les couleurs dorées de l'automne. Je voulais demander à Cal de l'argent de poche, mais il semble très occupé ces derniers temps. Son regard visait ouvertement mon portefeuille. Oui, il m'a dit qu'il était en voyage d'affaires ce week-end aussi, répondis-je calmement, ce à quoi elle sourit avec fierté. Oui, il m'a dit qu'il participait à un séminaire d'entreprise dans un hôtel de luxe à Miami. Il dit que c'est un voyage spécial réservé aux meilleurs employés. Je suis si fier de mon fils. Ma main qui versait le thé se figea. Miami. Tu as une vie si terne, ma belle-fille. Pendant que Cal travaille si dur là-bas, n'est-ce pas merveilleux? Ma belle-mère, de bonne humeur, prit des friandises, mais dans ma tête, les paroles de Cal de ce matin résonnaient froidement. Une inspection d'usine à Cleveland, un séminaire d'entreprise dans un hôtel de luxe à Miami. Quel était le mensonge et quelle était la vérité? Ou bien s'agissait-il de deux mensonges? Cal pensait probablement qu'en racontant des mensonges différents à sa mère et à sa femme, il s'était assuré un alibi. Ces mensonges étaient trop simples, trop stupides. L'époux auquel j'avais consacré 15 ans de ma vie se révélait si à court de vue et sans cœur. En écoutant les vantardises de ma belle-mère, je sentis quelque chose en moi se refroidir et se durcir définitivement. Il n'était plus nécessaire d'endurer. Je ne laisserais pas des gens qui m'utilisaient, me regardaient de haut et me dénigraient derrière mon dos continuer à contrôler ma vie. Oh, qu'est-ce qui ne va pas chez toi? Ton visage est si sombre. Ma belle-mère me regarda avec perplexité. Non, ce n'est rien. Comme vous l'avez dit, Eleanor, je suis très reconnaissante envers Cal, répondis-je avec le sourire le plus serein que je pus afficher. C'était ma déclaration de guerre silencieuse, le moment où je les reconnus enfin comme des ennemis. Ce week-end-là, Cal partit sous prétexte d'un voyage d'affaires à Cleveland. Dans son sac de voyage se trouvaient des chemises légères inadaptées à l'automne de l'Ohio et cette même eau de Cologne juvénile. Après l'avoir raccompagné, je regardais autour de moi dans l'appartement vide. Il ne restait plus qu'une chose à faire. J'enfilai des gants de ménage et ouvris la porte de son bureau, son sanctuaire privé. Il m'en avait toujours strictement interdit l'accès, disant qu'il contenait des documents professionnels importants. D'un regard froid, je commençai à ouvrir les tiroirs les uns après les autres. Ce que je cherchais devait se trouver quelque part dans cette pièce. Et après quelques heures, ayant forcé la serrure du tiroir du bas, j'en retirai un objet caché tout au fond. C'était un vieux journal intime relié de cuir noir. Quand j'ouvris une page, mes mains tremblèrent légèrement de rage. Y étaient consignés les témoignages d'une trahison civile qu'elle dépassait toute mon imagination. Les revenus d'Alara sont mon argent. Les femmes crédules sont faciles à contrôler. Il suffit de les complimenter de temps en temps. Quand j'ouvris le journal intime noir, ces lettres tordues me sautèrent aux yeux. Dans la pénombre du bureau nocturne, seul mon cœur émettait des battements sourds et désagréables. Suivait, décrit en détail, le récit de la vie cachée de l'époux auquel j'avais consacré 15 ans de ma vie, en me sacrifiant. Cal n'avait aucune idée que ce journal deviendrait l'arme la plus puissante pour lui passer le nœud coulant autour du cou. Je m'assis dans le fauteuil en cuir que Cal occupait habituellement et commençai calmement à tourner les pages. La pièce sentait légèrement cette eau de Cologne juvénile qu'il avait commencé à utiliser récemment. Le contenu du journal consistait en des notes détaillées sur les alibis et les manipulations financières de Cal. Il était vaniteux, mais si borné qu'il ne pouvait pas se souvenir de ses propres mensonges. Il écrivait donc scrupuleusement à qui il avait menti et à quel sujet. 12 octobre, dis à Alara que je vais à Cleveland pour un voyage d'affaires. Dis à maman que je suis en séminaire d'entreprise à Miami. Dis à Chloé que nous sommes séparés et que nous discutons du divorce. Le nom de Chloé apparaissait à plusieurs reprises. Une subordonnée de Cal qui semblait sérieuse à l'idée de l'épouser.
Ces alliances assorties de 2500 $ étaient également un cadeau pour elle, comme cela était consigné avec précision. Plus loin, des notes apparaissaient qui me soulevèrent le cœur. Payer la chambre de Chloé dans un hôtel de luxe avec la carte de famille de maman. L'argent provient du compte d'Alara, donc mon portefeuille n'en souffre pas. Plan parfait. Cal me faisait couvrir toutes les dépenses courantes tandis que l'intégralité de son salaire allait à ses loisirs. De plus, il utilisait astucieusement la carte de famille que j'avais donnée à ma belle-mère. Il demandait à Eleanor de faire semblant de payer ses propres achats, mais en réalité, il utilisait cette carte pour payer ses rendez-vous avec sa maîtresse. Je serrai mes mains tremblantes et pris une grande inspiration. Je ne pouvais pas céder aux émotions. J'avais besoin de preuves, pas de larmes, pour finir par les acculer. En fouillant le tiroir où se trouvait le journal, je découvris une enveloppe marron. À l'intérieur se trouvait une liasse de relevés bancaires au nom de Cal que je n'avais jamais vu, ainsi qu'une petite clé USB. En ouvrant le livret, je vis des enregistrements de virements mensuels de la part de Chloé. Épargne mariage avec Chloé, 1000 $ par mois. En recoupant ces données avec les notes du journal, je réalisais que Cal escroquait également sa maîtresse en lui soutirant de l'argent, prétendument pour leur avenir. Je me levai et apportai mon ordinateur portable dans le bureau. En insérant la clé USB, j'en vérifiai le contenu. De nombreuses photos et plusieurs fichiers audio apparurent sur l'écran. Les photos, comme je m'y attendais, étaient des images explicites de Cal et Chloé lors de voyages et dans des restaurants chers. Je copiai le tout sur mon disque dur externe sans hésiter. Ensuite, je lançai l'un des fichiers audio. Les voix de Cal et de sa mère, Eleanor, s'échappèrent des haut-parleurs. Alara n'est qu'un portefeuille bien pratique. Elle est défaillante. Elle ne peut même pas avoir d'enfant, alors autant qu'elle paie. C'est tout naturel. Le rire froid et moqueur de ma belle-mère résonna dans le bureau. Même le bruit d'une tasse de thé posée était enregistré de manière très claire. Je le pense aussi. Je suis désolé que tu doives la supporter, maman, mais grâce à ce qu'elle gagne, je peux m'amuser et tu peux voyager. Il n'y avait pas une once de gratitude envers moi dans la voix de Cal, seulement du mépris pour un outil utile. Eleanor acquiesça et rit de bon cœur. Exactement. Nous allons presser cette souris grise jusqu'à la dernière goutte, jusqu'à ce qu'elle s'effondre d'épuisement. Et Cal doit se trouver une fille plus jeune et plus jolie. Laisse juste Alara payer les factures. J'arrêtai la lecture et fermai doucement les yeux. Les liens familiaux auxquels j'avais essayé de croire pendant 15 ans n'avaient jamais existé dès le départ. Pour eux, je n'étais qu'une source d'argent et une servante. Étonnamment, il n'y avait aucune tristesse. Au lieu de cela, je sentis mon esprit devenir d'une froideur et d'une clarté effrayantes. À ce moment-là, mon smartphone vibra brièvement. Le nom de Cal apparut sur l'écran. Je pris une grande inspiration et appuyai sur le bouton pour répondre. « Allô, Alara, c'est moi », dit la voix légèrement excitée de Cal à l'autre bout du fil. « Salut, comment se passent les choses à l'usine de Cleveland ?» répondis-je de la voix la plus calme et la plus douce que je pusse feindre. « Oh, il fait si froid ici. Des problèmes constants. Pas le temps de se reposer du tout. Je suis épuisé, soupira-t-il en mentant. Mais en arrière-plan, j'entendais le bruit des vagues et une musique joyeuse du sud. Il se trouvait probablement dans une station balnéaire à Miami ou même plus loin. C'est terrible. Ne te surmène pas. Reste au chaud. Oui, désolé. Quand je rentrerai, je veux manger un de tes bons dîners chauds. Après qu'il eut raccroché unilatéralement, je ricanai doucement. L'imbécile. Il n'avait aucune idée des preuves mortelles qu'il avait laissées derrière lui. J'activai l'appareil photo de mon smartphone et photographiai chaque page du journal intime noir, l'une après l'autre. M'assurant que la mise au point était nette, je sauvegardai des dizaines de photos sur le cloud. Je photographiai également toutes les opérations des relevés bancaires et copiai soigneusement toutes les données de la clé USB pour ne laisser aucune empreinte digitale. Je remis le journal et le livret à leur place. Alors que j'allais verrouiller le tiroir, je remarquai un autre morceau de papier au fond de l'enveloppe. C'était un document plié en 3. En le dépliant, une sueur froide me coula le long de l'échine. C'était un contrat de prêt auprès d'un organisme de crédit à taux usuraires. Le montant était de 25 000 $ et, sous le nom de l'emprunteur, Cal, mon nom figurait clairement comme co-signataire. Bien sûr, je n'avais jamais vu ce document et n'avais rien signé. Cal avait imité ma signature,
utiliser mon numéro de sécurité sociale et fabriquer ce document. La dette qu'il avait contractée pour entretenir sa maîtresse, il avait l'intention de me la faire porter si nécessaire. À ce moment-là, un plan clair se dessina dans ma tête. Demain, je devais contacter cette personne pour préparer toutes les démarches juridiques et les faire chuter. Cal ne savait pas encore que ce contrat de prêt falsifié deviendrait la preuve décisive qui détruirait sa propre vie. La nourriture que tu prépares est si fade et sans goût. Si Cal ne mangeait pas à l'extérieur dans de bons endroits, il aurait des carences en vitamines depuis longtemps. Ma belle-mère, Eleanor, piquant le rôti de bœuf que je faisais mijoter depuis le matin, renifla de mépris. Mon mari, Cal, qui venait de rentrer de son voyage d'affaires dans une station balnéaire du Sud, ne prit même pas ma défense, se contentant de ricaner tout en buvant sa bière fraîche. Il ne savait pas que ce misérable dîner serait le dernier que nous partagerions à trois. Ce soir-là, lorsque Cal revint de son voyage avec sa maîtresse, Eleanor, comme si de rien n'était, entra avec sa clé, et le dîner pour fêter son retour commença. Sur la table de la salle à manger se trouvaient plusieurs plats laborieux que j'avais préparés à sa demande. Cependant, de sa bouche ne sortaient que des reproches. Une femme qui fixe un ordinateur toute la journée ne sait pas cuisiner un vrai repas maison. Cal gagne bien sa vie, alors utilise des ingrédients plus chers. Quelle belle fille inutile tu fais. Je servis silencieusement le rôti dans les assiettes et les plaçai devant eux. Cal toucha à peine à ma nourriture et s'adressa fièrement à sa mère, « Maman, ne sois pas si fâchée. Alara n'a tout simplement aucun talent pour la cuisine. Qui qu'en ont faire ? De plus, j'ai mangé des fruits de mer de première classe pendant mon voyage d'affaires, alors maintenant je veux quelque chose de plus simple. » Eleanor frappa des mains de satisfaction et rit bruyamment. « Eh bien, c'est bien mon fils, un homme qui fait un travail de première classe et mange de la nourriture de première classe. Et toi, Alara, quel travail de première classe fais-tu ? Rester assise à la maison toute la journée à taper des textes qui ne valent pas un centime. » Je posai silencieusement une serviette humide sur le bord de la table. Un travail qui ne valait pas un centime. Il ne comprendrait jamais à quel point ces mots bafouaient ma dignité, l'emprunt de cet appartement de luxe, la nourriture qu'il mangeait à ce moment-là, tout cela était payé par moi grâce à ce travail inutile. Le modeste salaire de Cal passait dans sa vanité et les cadeaux pour sa maîtresse. Cal se leva et apporta une boîte plate joliment emballée depuis le salon. « Maman, voici un souvenir pour toi de mon voyage. Le foulard de créateur que tu voulais depuis si longtemps. C'est un peu au-dessus de mes moyens avec mon salaire, bien sûr, mais rien n'est trop beau pour toi. » Eleanor poussa un cri de joie et s'empara de la boîte. À l'intérieur se trouvait un foulard en soie de couleur vive d'une valeur d'au moins plusieurs centaines de dollars. « Oh, comme c'est charmant. Quel bon garçon tu es, Cal. Je suis si heureuse d'avoir un fils si attentionné, contrairement à Alara. Je n'ai pas reçu un centime d'argent de poche de sa part. » Eleanor me regarda et soupira de manière théâtrale. Cal me jeta un coup d'œil rapide et haussa les épaules d'un air d'excuse. « Désolé, Alara. Ton souvenir, ce sont juste des biscuits que j'ai achetés à l'aéroport. Tu ne sors nulle part. Tu n'as pas besoin de t'habiller élégamment, alors j'ai pensé que de la nourriture serait préférable. » Sur le bord de la table reposait une boîte en carton bon marché contenant des biscuits d'une valeur de quelques dollars. À cet instant, l'atmosphère de la pièce se refroidit. Cal fit une grimace gênée pendant une seconde, mais baissa immédiatement les yeux vers son verre de bière et garda le silence pour cacher la vérité, à savoir que la cause de l'infertilité venait de lui. Il continuait à se protéger, utilisant la dignité de sa femme comme bouclier. Il se moquait de savoir à quel point cela blessait son épouse. Le plus important pour lui était que sa mère ne soit pas déçue de lui. Telle était la véritable nature de l'homme avec qui j'avais vécu pendant 15 ans. Par le passé, j'aurais été profondément blessé par ces paroles. Je me serais caché dans la salle de bain pour pleurer en silence, me persuadant que si j'endurais, tout finirait par s'arranger. Mais à présent, au-delà de la tristesse et de la colère, un silence effrayant régnait en moi. L'image de ce contrat de prêt falsifié de 25 000 $ trouvé dans son bureau me revint clairement à l'esprit. Un homme qui tentait de rejeter sur sa femme la dette contractée pour l'entretien de sa maîtresse. Un homme qui payait tranquillement les hôtels de sa maîtresse avec la carte familiale, en puisant dans mes comptes tout en amadouant sa mère, et une femme arrogante et bornée qui, ne sachant rien, croyait qu'il s'agissait de l'argent de son fils et menait grand train. Ces deux-là n'avaient aucune idée du gouffre profond au bord duquel ils se trouvaient. Ils riaient insouciamment,
inconscients du sort qui les attendait. Oui, Éléanore, peut-être que je ne suis pas digne de cette maison. Je me levai lentement et leur fis face calmement. Éléanore parut un peu décontenancée par ma réaction soumise. Oh, tu comprends enfin ta place. Alors sois reconnaissante envers Cal et moi, et serre-nous mieux. Elle renifla d'un air triomphant et retourna à son rôti refroidi. Avec le sourire le plus serein que je pusse afficher, je quittai calmement la table. Je n'avais plus aucun mot à leur adresser. En allant vers l'évier de la cuisine et en lavant la vaisselle à l'eau froide, je sentis ma résolution se durcir définitivement. Demain, alors qu'ils s'en iraient négligemment travailler et s'amuser, je quitterai cette maison et entamerai les préparatifs juridiques pour mettre fin à tout cela. Le lendemain matin, après avoir accompagné Cal qui avait la gueule de bois avec mon sourire habituel, je sortis de l'armoire mon plus beau costume gris foncé, acheté au début de ma carrière, et l'enfilai. Dans mon sac en cuir se trouvait une clé USB contenant les photos du journal noir, les enregistrements audio et une copie du contrat de prêt falsifié. Sous le vent froid de l'automne, j'ouvris la lourde porte d'entrée. Mon chemin me menait vers un cabinet d'avocats prestigieux situé dans un quartier chic de la ville. Dans quelques heures, je serais assise sur un canapé luxueux dans un espace de réception, et un avocat expérimenté, hochant calmement la tête, poserait un dossier épais sur la table. Cal et Éléanore ne savaient toujours rien. Ce cabinet d'avocats, situé au 15e étage d'un gratte-ciel dans un quartier d'affaires tranquille, était séparé du monde extérieur par une lourde porte en acajou. Je donnai mon nom à la réception et fus escorté jusqu'à une salle de réunion. La moquette épaisse étouffait le bruit de mes pas. « Mademoiselle Vance, nous vous attendions. Je suis maître Julian Croft. » Un homme calme d'une cinquantaine d'années, vêtu d'un costume bien ajusté, apparut devant moi. Ses cheveux grisonnants étaient soigneusement coiffés, et son regard était doux, mais recélait une fermeté d'acier. Il s'agissait de Julian Croft, l'avocat de premier ordre qu'une relation d'affaires m'avait recommandé, spécialisé dans les aspects juridiques de mon domaine. Il gérait un large éventail d'affaires, du droit des sociétés aux procédures de divorce complexes, et était connu pour ne faire preuve d'aucune sentimentalité au tribunal ou lors des négociations. Saluant à peine, je posai un dossier épais sur la table. Puis je lui remis la clé USB et les copies imprimées de nombreuses photos et de documents. Tout est là, comme je l'ai mentionné au téléphone, infidélité conjugale, utilisation illégale de ma carte de crédit et un contrat de prêt falsifié me désignant comme co-signataire. Maître Croft hocha la tête et ouvrit silencieusement le dossier. Le seul bruit dans la pièce était le bruissement discret des pages que l'on tournait. Tout d'abord, il examina les copies du journal noir de Cal. Date des rendez-vous avec sa maîtresse Chloé, montant dépensé, mensonge qu'il m'avait raconté ainsi qu'à sa mère. Lorsqu'il vit l'inscription concernant Cal qui prenait $1000 par mois à Chloé, ses sourcils frémirent de façon presque imperceptible. Je vois. Votre mari a méticuleusement consigné son propre comportement répréhensible. C'est une excellente preuve. Des notes manuscrites dans un journal intime constituent un argument très solide devant un tribunal. Ensuite, il lança le fichier audio de la clé USB. La conversation répugnante entre Cal et sa mère, où il se moquait de moi, emplit la pièce. Maître Croft, le visage impassible, écouta jusqu'au bout, puis prit une autre feuille. C'était une copie de ce contrat de prêt falsifié de $25 000 trouvé dans le bureau de Cal. Mademoiselle Vance, c'est très grave, dit Maître Croft d'un ton plus grave. Votre mari a imité votre signature et utilisé votre numéro de sécurité sociale à votre insu. Ce n'est plus un simple litige familial. C'est une infraction pénale, falsification et usage de faux documents. Je croisai les mains fermement sur mes genoux et le regardai dans les yeux. Je comprends. C'est pourquoi je n'ai nullement l'intention de lui pardonner. Il a pris 15 ans de mon travail et de ma dignité. Et pour couronner le tout, il a tenté de me coller une dette contractée pour ses affaires avec sa maîtresse. Maître Croft plissa les yeux et expira doucement. Je comprends que votre décision soit ferme. Avec cet ensemble de preuves, nous obtiendrons non seulement le divorce, mais nous gagnerons également l'affaire pour obtenir une compensation complète de la part de votre mari et de sa maîtresse. Il commença à prendre des notes dans son carnet, m'expliquant les étapes suivantes. Tout d'abord, concernant la dette, vous n'êtes tenu de rien payer. Une analyse graphologique prouvera rapidement qu'il s'agit d'une falsification. De plus, nous allons préparer les documents pour saisir son salaire par l'intermédiaire de son entreprise. Quant à la carte de famille liée à votre compte,
annulez-la immédiatement. Au mot « annuler », le visage arrogant de ma belle-mère me revint à l'esprit. Maître Croft, le fait est que ma belle-mère part la semaine prochaine pour un voyage en France et en Italie avec ses amis. Toutes ses dépenses là-bas pour le shopping et le reste, elle prévoit de les payer avec cette carte de famille. Quand je dis cela, les coins des lèvres de Maître Croft frémirent de manière presque imperceptible. Je vois. Eh bien, ce pourrait être un excellent moment pour montrer à votre mari et à votre belle-mère la réalité de la situation. Il posa son stylo et me regarda directement. Mademoiselle Vance, vous avez mentionné que vous aviez déjà la demande de divorce. Oui. Il y a plusieurs années, il l'a signée lui-même et me l'a jetée à la figure. Je l'ai toujours. C'était la vengeance la plus efficace et la plus cruelle que je pouvais leur infliger. Je voulais les voir perdre la tête, privés de l'outil qu'ils avaient utilisé et méprisé pendant 15 ans. Maître, j'ai une autre demande. Je sortis un autre document du fond de mon sac. C'était la copie d'un rapport que j'avais commandé à une agence de détectives privée concernant la maîtresse, Chloé. Elle savait apparemment que Cal était marié et entretenait tout de même une relation avec lui. De plus, elle travaille au service comptabilité de l'entreprise de Cal, et l'on soupçonne qu'elle l'a aidé à falsifier des rapports de notes de frais. Les yeux de Maître Croft s'agrandirent de surprise pour la première fois. Falsifier des notes de frais. Cela pourrait détruire complètement sa position au sein de l'entreprise. Oui. Cal payait des hôtels pour Chloé avec ma carte, puis soumettait ses reçus comme frais professionnels. Chloé les approuvait et il dépensait l'argent remboursé par l'entreprise pour leurs loisirs. Je plaçai les pièces justificatives de l'agence de détectives devant Maître Croft. Toutes les actions stupides de Cal étaient documentées et en ma possession. Maître Croft, je ne me contente pas d'un divorce et d'une compensation. Je veux qu'il paie pour tout ce qu'il m'a pris en 15 ans, y compris son statut social. Maître Croft feuilleta les documents et soupira profondément. Puis il dit d'une voix douce et respectueuse, « Mademoiselle Vance, vous êtes une femme étonnamment intelligente et forte. Je comprends. Nous allons créer les conditions parfaites pour que votre mari, Chloé et votre belle-mère ne s'en remettent jamais. À partir de ce jour, je réprimai complètement mes émotions et agis comme l'épouse parfaite. À mesure que la date du départ de ma belle-mère pour l'Europe approchait, le comportement de Cal devenait de plus en plus effronté. Il était sûr que je ne savais rien et dînait avec Chloé chaque soir, rentrant tard dans la nuit, ivre. Je ne disais rien, rangeais son costume et l'aidais à préparer ses bagages pour son voyage d'affaires. Et puis ce mardi arriva. Le jour où Eleanor s'envola radieuse pour Paris depuis l'aéroport JFK. Je plaçai ma clé de l'appartement où j'avais vécu pendant tant d'années en plein centre de la table de la salle à manger. Toutes mes affaires avaient déjà été déménagées de l'armoire vers mon nouvel appartement. Sur la table se trouvait une autre enveloppe blanche. C'était ma dernière lettre à Cal. En fermant la porte d'entrée et en sortant dans le vent froid de l'automne, je sentis mon smartphone vibrer. Un message de Maître Croft, le tribunal a confirmé le dépôt de la demande de divorce. Passage à l'étape suivante. Je regardais l'écran et hochai brièvement la tête. Tout se déroulait comme prévu. À ce moment-là, une autre notification inconnue apparut en haut de l'écran. C'était un email urgent de la banque avec laquelle je travaillais depuis de nombreuses années concernant un transfert de fonds. En ouvrant la notification, je sentis le sang se retirer de mon visage. Le montant transféré était de 75 000 $, et dans le champ du destinataire figurait le nom d'une entreprise dont je n'avais jamais entendu parler. Cal avait d'autres terribles secrets que je ne connaissais pas. 75 000 $. Cette suite de chiffres brillait froidement sur l'écran du smartphone. Je m'arrêtai sur le trottoir, balayé par le vent froid, et fixai l'écran. Le nom de l'entreprise destinataire était Urban Front Property LLC. Je n'en avais jamais entendu parler, mais une recherche rapide révéla qu'il s'agissait d'une entreprise immobilière spécialisée dans les appartements de luxe en gratte-ciel dans le centre-ville. La flamme d'une colère froide s'alluma à nouveau dans ma poitrine. C'était l'argent que j'avais économisé pendant 15 ans, littéralement au prix de ma santé. Le métier de traducteur médical est tel qu'une seule erreur de lettre peut coûter la vie d'un patient. C'était le fruit de ma sueur et de mon sang accumulés sous cette pression lors de nuits blanches. Et cet homme avait si facilement tenté de me le voler. Je hélai immédiatement un taxi et retournai au bureau de Maître Croft. En me voyant me précipiter à la réception, l'avocat comprit tout de suite. « Mademoiselle Vance, que s'est-il passé ? Vous avez l'air bouleversée. » D'une main tremblante,
je lui tendis mon smartphone, lui montrant l'écran avec le virement de 75 000 $. Cal a transféré 75 000 $ de mon compte à mon insu. Les yeux de Maître Croft se plissèrent. Il ouvrit immédiatement son ordinateur portable et saisit le nom de l'entreprise immobilière, Urban Front. Il gère des ventes pour des clients fortunés. Votre mari a probablement versé un acompte pour un nouvel appartement pour lui et sa maîtresse Chloé en utilisant votre compte. J'eus le souffle coupé, me souvenant des données du journal noir de Cal que j'avais copié. Il y avait une note concernant sa visite d'appartement en hauteur avec Chloé. Chloé a adoré l'appartement avec vue sur la ville la nuit. Je lui ai dit, c'est facile avec mes revenus. Je vais discrètement transférer la compte de 75 000 $ depuis le compte professionnel d'Alara. De toute façon, elle ne vérifie jamais le solde. Les pensées à court terme de Cal étaient exposées au grand jour. Il était convaincu que, absorbé par mon travail, je ne prêtais aucune attention aux finances. Oui, je gérais les dépenses quotidiennes, mais je ne touchais pas aux grosses économies, les mettant de côté pour nos vieux jours. Cal avait profité de ma confiance et, pendant mon absence, avait dû trouver mon vieux chéquier et mes documents personnels dans le tiroir. Maître Croft, cet argent peut-il être récupéré, demandai-je. L'avocat hocha la tête avec assurance. Bien sûr. Votre mari a utilisé votre signature falsifiée sans votre autorisation et a effectué illégalement un virement par l'intermédiaire d'une agence bancaire. C'est du vol caractérisé ainsi que de la falsification et usage de faux documents privés, une infraction pénale. Maître Croft décrocha immédiatement son téléphone et appela ma banque. L'intervention d'un avocat en tant que représentant légal accéléra la réponse de la banque de manière incroyable. Il s'agit d'un virement non autorisé d'une somme importante sans l'autorisation du titulaire du compte. Annuler la transaction et geler le compte immédiatement, déclara la voix calme mais autoritaire de l'avocat dans l'espace de réception. Après plusieurs minutes de négociation, la banque promit d'interrompre le virement et d'entamer la procédure de restitution des fonds. Mademoiselle Vance, ne vous inquiétez pas. Les 75 000 $ seront de retour sur votre compte d'ici quelques jours, et la trace de ce virement illégal deviendra un nouveau coup décisif qui détruira complètement votre mari. En entendant les paroles de l'avocat, je soupirai profondément et m'assis sur une chaise. La maîtresse, Chloé, travaillant au service comptabilité, poursuivait sa liaison avec son patron Cal. Selon le rapport que j'avais commandé à l'agence de détective, elle savait pertinemment que Cal était marié. De plus, elle croyait ces récits selon lesquels son épouse était une femme froide qui ne gérait même pas la maison et éprouvait un fort sentiment de supériorité à mon égard. Je corresponds bien mieux à Cal que cette souris grise. À 38 ans, c'est ma dernière chance de me marier. Je ne la laisserai pas filer. Des mots aussi égoïstes étaient écrits sur son compte personnel de réseau social. Elle devait connaître le modeste salaire de Cal. Alors pourquoi croyait-elle qu'il pouvait acheter un appartement dans un gratte-ciel? Parce que Cal, en complicité avec elle, détournait illégalement les fonds de l'entreprise pour paraître riche. Et le montant manquant, il avait sérieusement l'intention de le voler sur mon compte. C'était le comble de l'infantilisme et d'une arrogance sans limite de la part d'un homme qui ne m'avait considéré que comme une source d'argent pendant 15 ans. Ils étaient prêts à dévorer ma vie entière pour satisfaire leurs désirs. Je chuchotai quelques mots et me levai. Plus de larmes. Tout ce qui restait était une détermination froide à arracher tout leur masque et à traîner la vérité en pleine lumière. Ce soir-là, je préparais du thé chaud dans le salon de mon nouvel appartement hautement sécurisé. Sur la table se trouvait un nouvel ordinateur portable et une tablette synchronisée avec le smartphone de Cal. Leur correspondance s'affichait sur l'écran en temps réel. Chloé, j'ai réussi à transférer la compte pour l'appartement. Nous allons maintenant avoir notre foyer de rêve, disait un message vaniteux de Cal. Vraiment, Cal? Tu es incroyable. Je serai avec toi pour toujours, répondit Chloé, ravie et pleine d'émojis. Il prévoyait de célébrer l'achat de l'appartement ce soir-là dans un restaurant cher avec l'argent volé sur mon compte. Je pris une gorgée de thé et souris doucement. Il n'avait aucune idée que l'argent était déjà gelé par la banque et que l'entreprise immobilière ne recevrait pas un centime. Si le paiement n'arrivait pas à temps, le contrat serait résilié. Naturellement, une pénalité énorme s'ensuivrait, qui retomberait entièrement sur les épaules de Cal en tant que dette personnelle. Vers 21 h, un message de Cal qui m'était destiné apparut sur l'écran de la tablette, et « Pourquoi n'es-tu pas à la maison? Qu'est-ce qu'on mange ?»
Il avait probablement fini de fêter cela avec sa maîtresse et était revenu de bonne humeur dans cet ancien appartement. Il ouvrit la porte, entra dans une pièce sombre et me cherchait maintenant. Je ne répondis pas. Je me contentais de regarder l'écran. « Et, tu m'entends ? Encore endormi. Je suis fatigué, je suis rentré et tu n'es pas là. Reviens vite. » Ces messages étaient toujours arrogants, empreints de la conviction qu'une épouse est une servante. Mais après quelques minutes, ces messages s'arrêtèrent. Il avait probablement remarqué ce que j'avais laissé sur la table de la salle à manger, la clé et l'enveloppe blanche soigneusement scellée. Cal devait être en train de jurer en ce moment même en ouvrant cette enveloppe. Elle fait encore une scène pour attirer mon attention, devait-il penser en déchirant l'enveloppe avec mépris. Mais à l'intérieur ne se trouvait pas la lettre pathétique qu'il attendait, mais une copie de la décision de divorce et une notification officielle énumérant toutes ses trahisons sur 15 ans. L'écran de la tablette commença soudain à clignoter frénétiquement. Des appels incessants de Cal. Je coupais le son et regardais d'un œil froid les appels s'arrêter. Je pouvais imaginer son visage se déformer de terreur alors qu'il réalisait la réalité. Mais son véritable enfer ne faisait que commencer, car à ce moment précis, un autre appel désespéré devait arriver sur son smartphone. Une nouvelle notification d'appel apparut sur le bord de l'écran. C'était un appel international de sa mère, Eleanor, déshonorée et folle de rage dans une boutique de luxe parisienne. L'écran de la tablette, qui avait clignoté frénétiquement, s'éteignit soudainement. Les appels incessants de Cal avaient enfin cessé. Mais après quelques secondes, le silence du salon fut brisé par un bip impersonnel. « Vous avez un nouveau message vocal. » Je posai ma tasse de thé et, d'un glissement de doigts tranquille, j'appuyai sur le bouton de lecture. « Et, tu te rends compte de ce que tu as fait ?» Le rugissement assourdissant de Cal jaillit du haut-parleur, faisant trembler mes tympans. En arrière-plan, des klaxons de voitures et des bruits de rue étaient audibles. Il semblait qu'il était sorti en courant de la maison et appelait tout en errant dans la ville nocturne. Maman a été humiliée à Paris. Sa carte a été refusée. La caissière l'a regardée comme une voleuse. Et pourquoi as-tu arrêté le virement de l'appartement ? L'entreprise immobilière m'a déjà appelé en me menaçant. Il n'y avait pas une once de remords dans sa voix pour ce qu'il avait fait. Seulement une colère égoïste de voir ses plans contrecarrés et de l'irritation envers sa femme désobéissante. Et cette demande de divorce, tu l'as déposée toi-même. Ce n'est pas valable. Je t'attendrai à ton agence bancaire principale demain. Si tu t'enfuis, tu sais ce qui se passera. Le message se terminait par une menace. J'éteignis la tablette et fermai doucement les yeux. Le lendemain matin, suivant les instructions de Maître Croft, je me rendis à la banque en centre-ville pour terminer la procédure de restructuration complète et de gel de mon compte professionnel. Alors que je sortais par les lourdes portes en verre de la banque, mon bras fut saisi fermement. Je t'ai enfin trouvé. Devant moi se tenait Cal, les yeux injectés de sang. Ses cheveux, d'ordinaire méticuleusement coiffés, étaient ébouriffés, et son costume cher était profondément froissé. Il avait probablement passé la nuit à me chercher ou à inventer des excuses auprès des agents immobiliers et n'avait pas fermé l'œil de la nuit. Il avait l'air pathétique et ridicule. « Caleb, lâche mon bras. Je vais appeler la police. » Mes paroles froides incitèrent Cal, jetant un coup d'œil aux passants, à relâcher précipitamment mon bras. « Allons dans un café. Nous devons avoir une discussion sérieuse. » Cal me traîna de force dans un café sombre situé dans une ruelle dérobée et m'installa à la table la plus éloignée. Puis il sortit un morceau de papier froissé de sa mallette et le jeta sur la table. Dessus, en lettres grasses, était écrit « Accord. Je te pardonne ta demande de divorce non autorisée pour cette fois. Je te donne une dernière chance de redevenir mon épouse. » Cal croisa les bras sur sa poitrine comme s'il était un juge magnanime. Je baissai les yeux vers le document. Après avoir lu les conditions, je réprimai à peine un rire. 1. Retirer immédiatement la demande de divorce et se remarier avec Caleb Montgomery. 2. Débloquer la carte de crédit de la belle-mère Eleanor et lui transférer immédiatement $10 000 pour ses dépenses. 3. Effectuer immédiatement un virement de $75 000 à l'entreprise immobilière entièrement aux frais d'Alara. 4. Au retour d'Eleanor, quitter son emploi, emménager avec sa belle-mère et se consacrer entièrement à ses soins et aux tâches ménagères. C'étaient des exigences absurdement injustes et impossibles. Il voulait utiliser mon argent pour acheter un appartement avec sa maîtresse et pour les divertissements de sa mère,
puis me priver de ma carrière et m'utiliser comme servante pour le reste de ma vie. Caleb, comprends-tu ce que tu dis? Je repoussai l'accord et le regardai froidement. Cet appartement de luxe est pour toi et Chloé. Pourquoi devrais-je payer pour cela? Et cette dette de 25 000 $ que tu as contractée auprès d'un organisme de crédit usuraire en mon nom, je ne suis pas non plus obligé de la payer. Quand je mentionnai le nom de Chloé et la dette de 25 000 $, le visage de Cal devint blême. Comment? Comment sais-tu pour Chloé et la dette? J'ai vu ton journal noir dans le bureau et tous les relevés bancaires. Les preuves ont déjà été rassemblées. En entendant cela, Cal resta un instant sans voix, mais sa vanité et son arrogance innée reprirent immédiatement le dessus. Et alors? Il frappa soudainement du poing sur la table et se pencha vers moi. Les biens du mariage sont partagés. L'argent que tu as gagné est mon argent, et c'est moi qui décide comment le dépenser. J'ai promis à Chloé que je lui achèterai un appartement, et je ne peux pas faire marche arrière maintenant, sous peine de perdre la face. Et j'ai contracté cette dette pour que maman puisse faire son voyage. En tant qu'épouse, tu es obligé de la payer. Son ego monstrueux exigeant que je paie 85 000 $ et couvre une dette de 25 000 $ pour sauver sa réputation et tenir une promesse faite à sa maîtresse me dégoûtait. Qui crois-tu qui voudra de toi à 46 ans, stérile? Si je te quitte, qui te regardera seulement? Les paroles les plus viles jaillirent de la bouche de Cal. Personne ne croira que la cause de l'infertilité vient de moi. Tout le monde se moquera de toi comme d'une épouse défaillante. Écoute bien. Si tu ne signes pas cet accord, je le dirai à tous tes clients. Ses yeux brillaient d'un feu sinistre. Je leur dirai qu'elle avance est mentalement instable, qu'elle vole de l'argent à son mari et qu'elle s'est enfuie. Ta précieuse carrière sera terminée en un seul coup de téléphone de ma part. Choisis, perdre ton travail et ta famille et vivre seul, ou bien m'écouter et t'occuper tranquillement de maman. C'était la menace la plus cruelle et la plus basse de la part de l'homme avec qui j'avais vécu pendant 15 ans. Il était convaincu d'avoir touché mon point le plus sensible, cette réputation si précieuse dans le monde des affaires. Un sourire triomphant est apparu sur son visage. Celle que j'étais autrefois aurait pu être effrayée par cette menace et signée d'une main tremblante. J'aurais pu choisir la voie de l'avilissement personnel, me convainquant que si j'endurais, je pourrais au moins garder mon travail. Mais j'étais différente à présent. Je comprenais mieux que quiconque tout ce qu'ils essayaient de me prendre. Très bien, dis-je doucement. Cal poussa un soupir de soulagement, pensant que j'avais enfin cédé, et me tendit un stylo. Je ne le pris pas. Au lieu de cela, je sortis un billet de 10 $ de mon portefeuille et le posai sur la table. C'est pour mon café, Caleb. Tu as raison. Je ne suis plus jeune, mais c'est exactement pour cela que je ne vais pas perdre une seconde de plus de ma vie avec un lâche comme toi. Je me levai et regardai l'accord. Appelle mes clients si tu veux, mais le prix à payer pour cela sera plus élevé que tout ce que tu peux imaginer. Quoi? Ne sois pas si crâneuse. Je vais vraiment appeler. Cal paniqua et saisit son smartphone, tentant de m'intimider. Je ne répondis pas. Silencieusement, je me retournai et sortis du café. Le vent froid de l'automne rafraîchit mes joues brûlantes. Derrière moi, la voix pathétique de Cal m'appelait, « Alara, attends !» Mais je ne me retournai pas une seule fois. Dès que je fus à une courte distance, mon smartphone vibra brièvement. Un appel de Maître Croft. « Oui, mademoiselle Vance. Tout est prêt. Les lettres recommandées pour votre mari et sa maîtresse Chloé ont été remises à leur entreprise ce matin. » La voix calme de l'avocat me donna de la force. L'entreprise a déjà lancé une enquête interne sur le détournement de fonds. Votre mari sera convoqué aux ressources humaines cet après-midi. Cal était sûr que ces menaces étaient son atout maître. Il ne doutait pas de contrôler complètement sa femme. Mais il ne savait pas encore qu'avant même de pouvoir appeler mes clients, sa propre place au sein de l'entreprise serait déjà la proie des flammes de l'enfer. Cet après-midi-là, de retour dans le bureau de Maître Croft, je me calmais avec l'arôme d'une infusion chaude. La douce lumière d'automne filtrant à travers la fenêtre éclairait la lourde table en acajou. Mademoiselle Vance, des faits étonnants ont été mis au jour. Maître Croft présenta un rapport supplémentaire sur l'entreprise de Cal. Il contenait la vérité cruciale qui reliait tous les points que je n'avais pas compris pendant 15 ans. Cal faisait passer les rendez-vous et les hôtels avec Chloé comme frais de réception de l'entreprise. Et sa maîtresse Chloé, à la comptabilité,
approuvait illégalement ces documents, détournant ainsi l'argent de l'entreprise. Cela, je le savais déjà grâce à son journal noir. Mais le problème était que, comme partenaire qu'il était censé rencontrer, Cal utilisait un nom fictif. Les notes de frais de votre mari prétendaient qu'il rencontrait la direction de Vidya Health Solutions. Maître Croft désigna la copie d'un document. J'eus le souffle coupé. Vidya Health Solutions était la plus grande entreprise pharmaceutique mondiale, celle avec laquelle je collaborais directement, en tant que traductrice indépendante, depuis le plus longtemps et le plus étroitement. Pour l'entreprise où travaillait Cal, qui produisait des composants médicaux de haute précision, Vidya Health Solutions était un client majeur qu'il ne pouvait se permettre de mécontenter. Cal, pour se faire valoir, avait utilisé le nom de ce client prestigieux. Cal ne m'avait jamais demandé d'où provenait mon travail. Je posai ma tasse de thé, me remémorant le passé, dit doucement, il considérait mon travail comme un simple gagne-pain pour de l'argent de poche. Quand je luttais avec des dictionnaires médicaux et des articles scientifiques en anglais, il riait toujours, tu as beau fixer ces papiers, tu n'atteindras jamais ma réussite dans la vente. Mais en réalité, j'étais en contact direct avec le directeur des opérations de Vidya aux États-Unis pour des commandes de traduction hautement confidentielles. Maître Croft, regardant les documents, sourit de façon presque imperceptible. Je vois que votre mari a utilisé le nom de votre plus gros client pour couvrir ses affaires de cœur. Oui. Si Cal appelle mes clients pour me menacer, il creusera sa propre tombe. La lettre recommandée envoyée par Maître Croft avait été remise le matin même directement au service des ressources humaines et de la sécurité de l'entreprise de Cal. Le service juridique de l'entreprise aurait immédiatement contacté Vidya Health Solutions pour vérifier les faits. Naturellement, aucune des réunions mentionnées par Cal n'avait jamais eu lieu. Le détournement de fonds de Cal et Chloé était pleinement prouvé comme un délit interne auquel il ne pouvait échapper. De plus, concernant le contrat de prêt falsifié de $25 000, une analyse graphologique avait déjà été préparée. L'organisme de crédit usuraire avait été informé par Maître Croft et envisageait de déposer plainte auprès de la police. Et concernant votre belle-mère, des informations intéressantes proviennent de la société de cartes de crédit. Maître Croft tourna une autre page. Il semble qu'elle ait provoqué un énorme scandale dans une boutique de luxe parisienne en essayant de faire un achat important sans argent liquide. Pour une femme si fière et soucieuse de l'opinion publique, cela a dû être une honte mortelle dans un pays étranger dont elle ne connaissait pas la langue, où sa carte dorée s'est révélée inutile. Elle a pleuré auprès de ses amis, les a suppliés de lui prêter de l'argent et se trouve maintenant humiliée dans son hôtel. Le voyage qui devait être une source de fierté s'était transformé en un désastre complet pour elle. Je regardais silencieusement par la fenêtre. Le filet destiné à les acculer était déjà tissé, mais Cal et les autres n'avaient pas encore conscience de sa rigueur. De plus, ils croyaient encore à tort être en position de force. Ce soir-là, à mon retour dans mon nouvel appartement, un long email arriva sur mon smartphone. L'expéditeur était la maîtresse de Cal, Chloé. J'avais trouvé ses coordonnées grâce à l'agence de détective. Elle avait apparemment dérobé mon adresse dans le téléphone de Cal. Le texte qui s'afficha sur l'écran était d'une absurdité ridicule et plein d'arrogance, à l'attention d'Alara Vance, Cal m'a tout dit. Quelle femme pathétique et misérable tu es. Elle croyait apparemment que le virement de $75 000 pour l'appartement n'avait pas abouti simplement à cause d'une vengeance mesquine de ma part. Elle n'avait aucune idée que le détournement de fonds auquel elle avait participé était déjà découvert et qu'elle risquait d'être licenciée dès le lendemain. Le fait que tu empêches Cal d'acheter un appartement parce que tu manques de charme féminin est d'une grande bassesse. Laisse-le partir. Je peux le rendre plus heureux. En lisant cette lettre, je poussai un soupir de lassitude. Cette jeune femme ne pouvait imaginer la pression que j'avais endurée pendant 15 ans pour soutenir cette famille arrogante. La lettre poursuivait, demain, nous allons réunir la famille chez Cal et annoncer officiellement votre divorce. Comme le dit Cal, pars tranquillement et paie la dette au lieu de demander une compensation. Si tu continues à nous embarrasser de la sorte, nous propagerons des rumeurs malveillantes sur toi à ton travail. En lisant cette phrase, je manquais de rire à haute voix. Réunir la famille. C'était précisément la scène que j'attendais pour exposer la vérité de ces 15 années. Les proches de Cal, ces mêmes oncles et tantes qui se réunissaient chez les Montgomery pour le nouvel an et les anniversaires et me traitaient comme une servante. Ils me regardaient toujours de haut, tout comme ma belle-mère. Alara, quand vas-tu nous donner un héritier? Tu as trouvé un mari aussi merveilleux que Cal et tu te laisses aller. En entendant des paroles aussi dures,
je me tenais dans un coin de la cuisine, me mordant la lèvre et endurant en silence. Ma bienveillance a caché que la cause de l'infertilité venait de Cal n'était pour eux qu'une excuse pour une belle-fille inutile. 15 ans de temps et d'efforts consacrés à eux, ainsi que les sommes énormes qu'ils m'avaient prises. Je ne pourrais peut-être pas tout récupérer, mais je pouvais reconquérir ma vie future. Je ferais comprendre à ces personnes qui m'avaient humilié, jusqu'au plus profond de leurs os, à quel point elles avaient été sottes et cruelles. À la fin de la lettre de Chloé figurait le lieu et l'heure de la réunion de famille du lendemain, un salon privé dans un restaurant cher du centre-ville. Probablement qu'après avoir échoué à voler l'argent de mon compte, Cal l'avait réservé dans la panique avec sa propre carte de crédit. J'envoyai un court message à Maître Croft, demain à 13 h, je serai au restaurant indiqué. Une réponse de l'avocat arriva immédiatement, entendu. Je viendrai avec vous, accompagné d'un autre témoin important. Un témoin important. Ces mots m'insufflèrent une tranquille confiance, et j'éteignis mon smartphone. Cal ne savait pas encore que la réunion de famille du lendemain, qu'ils avaient eux-mêmes organisée, se transformerait en le théâtre de leur exécution publique irréversible, et qu'une personne qu'il craignait plus que quiconque au monde y ferait son apparition. Le dimanche convenu, je me tins devant le miroir, vêtu d'un costume bleu marine récemment acheté. Le tissu fluide et bien coupé redressait naturellement ma posture. Un simple collier en diamant, que je m'étais offert après avoir mené à bien mon premier projet de traduction d'envergure, brillait discrètement à mon cou. Pendant 15 ans, je m'étais constamment soucié de l'opinion de ma belle-mère et de ma famille, choisissant des vêtements modestes et discrets. J'avais peur qu'ils ne chuchotent derrière mon dos que la belle-fille faisait des folies avec l'argent de leur fils. Mais à partir d'aujourd'hui, je n'avais plus à me soucier de personne. Je m'y rendais non pas en tant qu'épouse de Caleb Montgomery, mais en tant que femme indépendante, à la Ravance. Le lieu de rendez-vous était un restaurant traditionnel réputé du centre-ville. Franchissant les lourdes portes, je pénétrai dans le hall élégamment éclairé. On me conduisit au salon privé le plus éloigné et le plus luxueux, nommé « Le Souverain ». J'arrivai avec une demi-heure d'avance pour le rendez-vous de 13 h. Mais alors que la serveuse s'apprêtait à ouvrir la lourde porte en acajou, je lui fis signe de s'arrêter. Des éclats de rire et des voix animées se faisaient déjà entendre derrière la porte. Oui, c'est une bonne chose que tout cela se termine ainsi. Tu as supporté cette épouse morne pendant 15 ans. Beau travail. La première voix que j'entendis fut celle de l'oncle de Cal, Arthur. À chaque fête de Thanksgiving, alors que je préparais des plats coûteux avec mon propre argent, il se plaignait que la nourriture était fade et ne s'accordait pas avec son bourbon. Exactement. Et elle n'a pas eu d'enfant et restait assise à la maison toute la journée les yeux rivés sur son ordinateur. Pas étonnant que l'ambiance familiale ait été si froide, renchérit la tante de Cal, Béatrice. Elle aussi me regardait de haut comme une femme inutile et stérile, et louait Cal comme un fils aîné patient et merveilleux. Debout dans le couloir, séparé d'eux par une simple cloison, je m'appuyais contre le mur froid. Dans ma poitrine, au lieu de la colère, un vide abyssal se propageait. Mon oncle, ma tante, je suis désolé de vous avoir inquiété, mais tout va bien maintenant. La voix de Cal était incroyablement enjouée et pleine d'assurance. Je ne suis plus avec Alara. Elle a un peu perdu la tête ces derniers temps. Elle a essayé de voler de l'argent sur mon compte, provoquant constamment des disputes. Il mentait aussi facilement qu'il respirait. Cal avait complètement inversé les rôles, présentant sa tentative de voler mon argent pour un appartement avec sa maîtresse comme une faute de ma part. Quelle horreur! J'ai toujours pensé qu'elle avait un problème, s'exclama tante Béatrice de façon exagérée. Mais ne vous inquiétez pas, j'ai une femme merveilleuse qui m'a toujours soutenu. Après ces mots de Cal, une voix jeune et doucereuse se fit entendre. Bonjour, je suis Chloé. Je travaille au service comptabilité de la même entreprise que Cal. J'ai vu à quel point il souffrait des attaques de sa femme et j'ai décidé que je devais le soutenir. La voix de Chloé était pleine d'autosatisfaction, comme si elle était l'héroïne sauvant un protagoniste tragique. Elle croyait au mensonge de Cal et ne doutait pas d'être digne de rejoindre cette famille. Oh, Chloé, tu es si jeune et charmante. Et surtout, tu travailles dans une entreprise respectable, contrairement à celle qui restait assise à la maison à faire un travail d'appoint inutile. Cal, tu as enfin ouvert les yeux. Face aux éloges enthousiastes de la famille, Chloé répondit avec fierté, « Oh, vous êtes trop bon. Je ne mérite pas de tels mots. » Ils se sentaient les protagonistes de la soirée, ivres d'une fausse victoire. Ils étaient sûrs que je viendrais en pleurant, implorant leur pardon,
de peur de perdre mon travail. À ce moment-là, une sonnerie retentit bruyamment dans la pièce. « Ah, c'est maman qui appelle de Nice », dit Cal en activant le haut-parleur. « Cal, que se passe-t-il ? N'est-elle pas encore venue s'excuser ?» Le cri hystérique de ma belle-mère jaillit de l'appareil. Les proches se turent un instant de surprise. J'ai été tellement embarrassé devant mes amis. J'ai dû mentir en disant que mon fils a tellement d'argent que la carte a eu une erreur système pour avoir dépassé la limite. Devant ce mensonge ridicule, je manquais de soupirer dans le couloir. Quelle pauvre femme obsédée par l'opinion publique et la vanité. Maman, calme-toi. Tout va bien. Nous sommes ici avec la famille à t'attendre, l'apaisa doucement Cal. Je ne lui pardonnerai pas fait lui payer toutes mes dépenses en Europe en guise de compensation pour le préjudice moral, ainsi que la compte de l'appartement. Parce qu'elle a bloqué l'argent de son compte, Chloé a souffert aussi. Aux paroles de sa belle-mère, Chloé répondit avec une fausse modestie, « Éléanore, s'il vous plaît, ne vous inquiétez pas pour moi. Je suis tellement désolée à cause de cette misérable belle-fille. Mais ne vous inquiétez pas, Cal va lui remonter les bretelles. Oui, Éléanore. Tant qu'elle ne paiera pas la compensation et la dette, je me battrai aux côtés de Cal. » La pièce était remplie d'un étrange sentiment d'unité dirigé contre un ennemi commun, moi. Dans leur esprit, l'histoire était déjà écrite, un mari merveilleux et bon, une jeune et dévouée nouvelle épouse, et une belle-mère victime et malheureuse. Maman, ne t'inquiète pas, continue à profiter de tes vacances. J'ai menacé Alara de propager des rumeurs malveillantes auprès de ses clients et de détruire son travail. Elle avait si peur. Cal raconta fièrement sa basse menace. Son travail sera terminé en un seul coup de téléphone de ma part. Elle ne va donc nulle part. C'est notre victoire complète. Alors que son rire arrogant et bas résonnait dans la pièce, je fermai calmement les yeux. Pas de tristesse, pas de ressentiment, seulement la décision de rompre à jamais avec mon passé, où j'avais été lié pendant 15 ans à des gens si mesquins. Mademoiselle Vance, nous sommes prêts. Une voix calme retentit derrière moi. En me retournant, je vis Maître Croft. Et à ses côtés se tenait un homme âgé dans un costume gris bien coupé, à l'expression sévère. Il s'agissait de Monsieur Alistair Finch, le directeur exécutif des opérations de VidiaHealth Solutions aux États-Unis. Il était le dirigeant de mon plus gros client, avec qui je travaillais sous contrat direct depuis 15 ans. Après avoir appris par Maître Croft ce qui s'était passé, Monsieur Finch était furieux que le nom de son entreprise ait été utilisé pour couvrir une liaison et avait décidé de venir en personne. Monsieur Finch, je suis désolé de vous avoir entraîné dans mes problèmes personnels sur votre jour de congé. Je m'inclinai profondément. Il secoua calmement la tête. Ce n'est pas vous qui devez vous excuser, mademoiselle Vance. Vous êtes notre partenaire la plus fiable et la plus précieuse. Je suis venu pour regarder droit dans les yeux l'homme qui a insulté notre partenaire et utilisé le nom de notre entreprise pour couvrir ses agissements douteux. Les yeux de Monsieur Finch brillaient d'une colère sourde. Maître Croft me fit un signe de tête calme. Tout était prêt. Il n'était plus nécessaire de les laisser dans leur doux rêve. Cal, tu as tellement grandi, tu es devenu si fiable. Quand Alara arrivera, je lui remonterai les bretelles moi aussi. Les rires insouciants de Cal et de sa famille résonnaient encore dans la pièce. Je tendis lentement la main et saisis la poignée froide de la porte. Prenant une grande inspiration, comme si je brisais les lourdes chaînes de ces années, j'ouvris brusquement la porte. Je vous prie de m'excuser pour l'attente. Alors que ma voix calme mais ferme résonnait dans la pièce, les rires s'éteignirent d'un coup, comme si l'on avait coupé le son d'une vidéo. Cal était installé au bout de la table, Chloé souriait fièrement à ses côtés, l'oncle et la tante m'attendaient. Leurs regards se fixèrent sur moi, puis sur les deux hommes imposants qui m'accompagnaient. À ce moment-là, je vis le sang se retirer instantanément du visage de Cal. Alors que la lourde porte s'ouvrait tranquillement, le sentiment de supériorité bon marché et les rires qui avaient rempli la pièce s'évanouirent comme s'ils avaient été douchés d'eau glacée. Au centre de la vaste pièce ornée de velours se trouvait une grande table élégante présentant des amuse-bouches luxueux encore intacts et des bouteilles de vin cher. Au bout de la table, Cal prenait des airs importants. À ses côtés, feignant la modestie, se tenait sa maîtresse Chloé, et au bout de la table se trouvaient l'oncle Arthur et la tante Béatrice. Sur la table reposait le smartphone toujours en mode haut-parleur. Sa belle-mère, depuis Nice, écoutait probablement en retenant son souffle. Leur regard était fixé sur moi,
vêtu d'un élégant costume bleu marine, et sur les 2 hommes plus âgés qui se tenaient derrière moi. « Qu'est-ce qui t'a pris si longtemps ?» Cal fut le premier à rompre le silence. Il parut un instant décontenancé, mais reprit rapidement son masque de mari arrogant et me lança un regard noir. « Tous les proches se sont réunis pour entendre tes excuses. Assieds-toi et excuse-toi. Et qui sont ces oncles imposants derrière toi? Tu essaies de me faire peur en amenant des huissiers ?» Devant les paroles de Cal, tante Béatrice, refermant son éventail d'un coup sec, lança une phrase froide dans ma direction. « Alara, as-tu accumulé des dettes derrière le dos de Cal? Quelle belle fille éhontée! Te rends-tu seulement compte de la façon dont tu as embarrassé Éléanore à Nice? Tu n'as aucun sens du devoir. » L'oncle Arthur, croisant les bras, soupira profondément. « Cal nous a tout dit. Ils disent que tu as perdu la tête et que tu as essayé de voler de l'argent sur son compte. Il y a une jeune femme obéissante, Chloé, qui soutient Cal, alors part tranquillement et paie la compensation. » Leurs paroles, comme tirées d'un scénario écrit à l'avance, étaient imprégnées des mensonges de Cal. Il ne doutait pas d'avoir raison. Cette confiance naïve me fit presque de la peine. Je fis un pas en avant, ignorant complètement leurs insultes, et commençai calmement. « Chère famille, je vous remercie de vous être réunis aujourd'hui sur votre jour de congé. Je ne sais pas quel mensonge Cal vous a raconté, mais je ne suis pas venu ici pour m'excuser. » Quand je dis cela d'un ton glacial, Cal sauta de sa chaise en frappant la table. « Ne t'avise pas de parler ainsi. Je vais dire à tout le monde les choses horribles que tu m'as faites. Chloé, dis-leur quelle épouse terrible elle est. » Encouragée par Cal, Chloé me regarda avec des yeux larmoyants fins. « Alara, j'ai tellement de peine pour Cal. Tu ne faisais aucune tâche ménagère, tu vivais de son argent, et lui, un homme d'élite, m'a promis de m'acheter un appartement de standing. Ne t'immisce pas dans notre bonheur par jalousie. » Aux paroles de Chloé, les proches hochèrent la tête en signe d'accord. Exactement. Cal a toujours été un homme bien. Je ne montrai aucune émotion, me contentant de regarder calmement Chloé. Un homme d'élite. Chloé, tu travailles au service comptabilité de l'entreprise de Cal. Toi qui vois chaque jour les rapports comptables et les données salariales des employés, crois-tu sérieusement qu'il fait partie de l'élite capable d'acheter un appartement de standing? À ces mots, le visage de Chloé se figea un instant. Mais avant qu'elle ne pût répondre, Maître Croft, qui se tenait derrière moi, fit calmement un pas en avant. « S'il vous plaît. Je suis Maître Julian Croft, l'avocat représentant Mademoiselle Alara Vance. » Maître Croft se présenta d'une voix calme et assurée, sortit une carte de sa poche intérieure et la posa délicatement sur la table. « Un avocat ?» L'oncle Arthur regarda la carte avec perplexité. Cal ricana et me dit d'un ton moqueur, « Et, où as-tu trouvé l'argent pour un avocat? Tu as probablement trouvé un type qui travaille gratuitement pour essayer de me soutirer un peu d'argent. C'est inutile. » Maître Croft, ignorant les provocations de Cal, ouvrit sa serviette en cuir épais. Il en sortit plusieurs dossiers de documents et en remit un à l'oncle Arthur, à la tante Béatrice et à Cal. « Aujourd'hui, je suis ici pour vous signifier officiellement la demande de divorce de Mademoiselle Vance ainsi que sa demande de compensation pour infidélité conjugale. Et également pour dissiper vos illusions à l'aide de preuves irréfutables montrant que Caleb Montgomery n'est en rien un soutien de famille modèle. » Des illusions? Ne racontez pas d'imbécilité, hurla Cal. Mais Maître Croft poursuivit d'un ton froid, « S'il vous plaît, ouvrez la première page. Ce sont les copies des déclarations d'impôts de Mademoiselle Vance pour les 5 dernières années et un relevé de son compte professionnel. Et à la deuxième page se trouvent les copies des bulletins de paie et des déclarations de revenus de Caleb Montgomery. » L'oncle Arthur et tante Béatrice regardèrent les documents avec incrédulité. Après quelques secondes, leurs visages se décomposèrent et ils fixèrent les papiers avec étonnement. « Quoi? Qu'est-ce que c'est que ces chiffres? Les revenus annuels d'Alara sont 3 fois supérieurs à ceux de Cal. » La voix de l'oncle Arthur tremblait. « Attendez, l'emprunt pour cet appartement est également au nom d'Alara, et les mensualités sont prélevées sur son compte, murmura tante Béatrice en tremblant. « C'est exact, » confirma Maître Croft de façon impitoyable. Au cours des 15 dernières années, plus de 80% des dépenses de cette famille ont été couvertes par les fonds gagnés par Mademoiselle Vance. De plus, à la 3e page se trouve le relevé de la carte de crédit utilisée par votre belle-mère, Éléanore. Elle était également liée au compte personnel de Mademoiselle Vance, et pas une seule fois durant tout ce temps des paiements n'ont été effectués depuis le compte de Caleb.
Un silence de mort s'abattit sur la pièce. Les proches commençaient à comprendre que tous les dîners luxueux et les voyages à l'étranger de la belle-mère, qu'ils croyaient payés par Cal, l'étaient en réalité à mes frais. Depuis le smartphone posé sur la table, la voix paniquée de ma belle-mère se fit entendre. « Qu'est-ce que vous dites, l'avocat ? C'est un mensonge. C'est de l'argent que Cal a gagné. » Sa voix se brisait. Il était clair qu'elle était prise de panique. Je m'adressais au smartphone d'un ton glacial. « Éléanore, quand votre carte a été refusée dans cette boutique de luxe parisienne, la caissière ne vous l'a-t-elle pas dit ? Le titulaire de cette carte est à la Ravance. » Un hoquet de surprise se fit entendre à l'autre bout de la ligne. Dans un pays étranger dont elle ne connaissait pas la langue, elle venait de se heurter à la réalité. Sa vanité était entretenue par le portefeuille de la belle-fille qu'elle méprisait tant. Et elle resta sans voix. Des mensonges. Ne croyez pas ces faux documents. Cal se leva d'un bond et commença à secouer Chloé par les épaules. Chloé, dis-leur. Dis-leur quelle réussite j'obtiens au sein de l'entreprise. Mon salaire ne peut pas être aussi bas. Mais le visage de Chloé était déjà blanc comme un linge. Travaillant à la comptabilité, elle comprit d'un coup d'œil que les documents présentés par Maître Croft étaient des relevés officiels qui ne pouvaient être falsifiés. Chloé regarda les documents en tremblant, puis Cal avec incrédulité. Cal. Est-ce vrai ? Ton salaire est vraiment si bas et tu as essayé de voler de l'argent pour l'appartement sur le compte d'Alara ? À ces mots, Cal, décontenancé, recula. Il ne pouvait plus arrêter l'effondrement de ses mensonges. Non, tout cela est un piège d'Alara pour me piéger. Cal, les yeux injectés de sang, me regarda et décida enfin d'abattre sa carte maîtresse. Écoute-moi bien, Alara. Si tu continues à m'humilier, je ne t'épargnerai pas. Si tu ne m'écoutes pas, je vais appeler ton plus gros client dès maintenant, Vidia Health Solutions. Je leur dirai que Vance est mentalement instable et qu'elle divulgue des informations. Je vais détruire complètement ta carrière. Cal sortit son smartphone de sa poche et me menaça d'un sourire délirant. C'était son dernier acte de bravoure, s'accrochant à son statut d'époux. Les proches, effrayés par son changement soudain, gardèrent le silence. Devant ce spectacle pathétique, je m'écartai calmement pour laisser passer Monsieur Finch, qui s'était tenu silencieusement derrière moi tout ce temps. Il n'est pas nécessaire d'appeler, Caleb Montgomery. Une voix calme, lourde et autoritaire emplit la pièce. Monsieur Finch, dans son costume gris, fit lentement un pas en avant. Il sortit son étui à carter, regardant Cal d'un regard froid, posa une carte de visite d'un blanc impeccable sur la table. En voyant le nom de l'entreprise et le titre figurant sur cette carte, Cal se figea comme s'il avait été changé en pierre. Je suis Alistair Finch, directeur exécutif de Vidia Health Solutions pour les opérations aux États-Unis. Cette voix lourde et autoritaire qui résonnait dans la pièce fit que la main de Cal, levée pour passer son appel menaçant, resta figée en l'air. Le smartphone glissa de ses doigts et tomba sur la moquette avec un bruit sourd. Il comprenait enfin que sa carte maîtresse, qu'il avait l'intention d'utiliser pour me détruire, venait de se transformer en la lame la plus acérée dirigée contre sa propre gorge. Monsieur Finch. Comment le directeur exécutif d'une si grande entreprise s'est-il retrouvé ici ? Les lèvres de Cal devinrent bleues. Il pouvait à peine parler. Pour sa moyenne entreprise, Vidia Health Solutions était un sommet inatteignable. Son esprit étroit ne parvenait pas à assimiler le fait que le dirigeant de cette entreprise se tenait derrière l'épouse qu'il méprisait tant. Monsieur Finch regarda Cal décontenancé d'un regard froid. Mademoiselle Vance est notre partenaire de premier ordre. Elle gère seule la traduction de nos données d'essais cliniques hautement confidentielles et d'importants articles scientifiques étrangers. Sans ses connaissances approfondies et ses compétences linguistiques, nos projets n'avanceraient pas. La responsabilité qu'elle assume et la valeur qu'elle crée se situent dans une catégorie totalement différente de votre modeste salaire. À ces mots, l'oncle Arthur et tante Béatrice échangèrent des regards et gardèrent le silence. Ils étaient confrontés au fait que le travail qu'ils avaient considéré comme un gagne-pain inutile exigeait en réalité de hautes qualifications et conférait un statut social élevé. Et je suis venu ici aujourd'hui non seulement pour protéger mademoiselle Vance. La voix de Monsieur Finch devint encore plus basse et prit un ton métallique. Il prit un document des mains de Maître Croft et le jeta devant Cal. Caleb Montgomery. Au cours des 2 dernières années, vous avez soumis d'importantes notes de frais à votre entreprise sous prétexte de réunion avec notre direction. Cependant,
aucun de nos dirigeants n'a jamais rencontré un représentant d'une si petite entreprise partenaire, et encore moins un simple responsable des ventes. La dernière goutte de sang se retira du visage de Cal. Il devint blanc comme du papier. Utiliser le nom de notre entreprise pour couvrir vos affaires galantes est absolument inacceptable. Ce matin, je me suis entretenu personnellement avec le président de votre entreprise. J'ai exigé fermement une enquête interne approfondie et la prise des mesures les plus strictes. Non. Un son semblable à un couinement pathétique s'échappa de la gorge de Cal. C'était une sentence équivalente à l'exclusion non seulement de l'entreprise, mais de tout le secteur d'activité. À ce moment-là, Chloé, qui était assise à côté de lui, se leva d'un bond dans un fracas de chaise. Je n'y suis pour rien. J'ai simplement traité les documents que Cal m'a donnés. Je n'avais aucune idée qu'il mentait. Face aux cris désespérés de Chloé, ce fut cette fois Maître Croft qui lui lança un regard de glace. Chloé, votre excuse selon laquelle vous ne saviez pas n'a aucune valeur juridique. S'il vous plaît, ouvrez la 4e page. C'est une copie du journal de Caleb et des publications de votre compte personnel de réseau social. Sur la page indiquée par Maître Croft figurait une copie agrandie d'inscription du journal noir de Cal, demandait à Chloé de valider un remboursement sous prétexte d'une réunion avec Vidia. Maintenant, je n'ai pas à payer pour l'hôtel. De plus, il y avait une capture d'écran tirée du propre réseau social de Chloé, dîner avec mon amour aux frais de l'entreprise. Les avantages de la comptabilité. Ah. Chloé s'effondra à genoux, se cachant le visage dans les mains. Il n'y avait plus d'excuses possibles. En tant que complice de détournement de fonds, elle risquait elle aussi un licenciement pour faute grave. Attendez, c'est moi le coupable. C'est entièrement ma faute, s'écria soudain Cal en s'appuyant des 2 mains sur la table. Mais Alara était froide elle aussi. Elle ne me donnait pas d'argent, alors j'ai dû le faire. Et la compte pour l'appartement n'a pas encore été payée, il n'y a donc pas de préjudice réel. Devant cette tentative pathétique de son mari pour se justifier, je soupirai doucement. Pas de préjudice? Et qu'est-ce que c'est que ça? Je sortis un document de mon sac et le jetai devant Cal. C'était la copie de ce contrat de prêt falsifié de $25 000. Non. Cal se figea comme s'il avait été frappé par la foudre. C'est un contrat de prêt de $25 000 que vous avez contracté en imitant ma signature et en usurpant mon identité. C'est une infraction pénale, falsification et usage de faux documents privés. Une analyse graphologique a déjà été ordonnée et nous nous apprêtons à déposer plainte auprès de la police. Après ce coup de grâce asséné par Maître Croft, les proches se détournèrent complètement de Cal. L'oncle Arthur, rouge de colère, se leva d'un bond, et tante Béatrice jeta un regard méprisant à Cal. Ainsi, tu es aussi un criminel. Non, je voulais juste lui donner une leçon. Je n'allais pas la forcer à payer. Plus personne n'écoutait les excuses de Cal. Caleb, pendant 15 ans, tu m'as regardé de haut, dévalorisant mes efforts. Tu te moquais de la façon dont je travaillais pour faire vivre cette maison, prenant cela pour acquis, et tu me traitais de défaillante. Je sortis ma tablette et lançai le fichier audio. Dans le silence de la pièce, cette conversation répugnante entre Cal et sa mère résonna à nouveau, Alara n'est qu'un portefeuille bien pratique. Elle est défaillante. Elle ne peut même pas avoir d'enfant, alors autant qu'elle paie. C'est tout naturel. Je le pense aussi. Nous allons presser cette souris grise jusqu'à la dernière goutte, jusqu'à ce qu'elle s'effondre d'épuisement. En entendant leur propre voix, le visage de Cal se déforma et il tenta de se boucher les oreilles. Depuis le smartphone posé sur la table, on n'entendait plus que les sanglots de sa mère depuis Nice. Les proches, choqués par une malveillance et une bassesse si flagrantes, baissèrent la tête. Éléanore, vous m'entendez, m'adressai-je calmement au smartphone. J'ai eu beau essayer, vous ne m'avez jamais accepté au sein de la famille. J'ai donc décidé de rompre définitivement avec vous, conformément aux lois de la société. Un lourd silence de glace s'abattit sur la pièce, mais la vérité que j'avais préparée ne s'arrêtait pas là, le principal mensonge qu'ils avaient utilisé pendant 15 ans pour bafouer ma dignité. Lorsque Maître Croft sortit calmement de sa serviette le document décisif qui changeait tout, les yeux de Cal s'agrandirent et il connut le véritable désespoir. Maître Croft sortit calmement une enveloppe ancienne légèrement jaunie du fond de sa serviette en cuir. Lorsque cette enveloppe atterrit sur la table, la dernière goutte de sang se retira du visage de Cal, le rendant livide. Il savait mieux que quiconque ce que c'était. Mesdames et messieurs,
Il y a un autre fait qui doit être clarifié. Maître Croft sortit un rapport médical de l'enveloppe et le plaça au centre de la table, à la vue de tous. C'était un rapport datant d'il y a 15 ans, à l'époque où nous étions allés dans une clinique de fertilité, croyant encore en notre avenir commun. Dans le coin inférieur droit figurait la signature du médecin traitant sur le papier à en-tête officielle de l'hôpital. Caleb a répété à tout le monde que la cause de leur absence d'enfant incombait à mademoiselle Vance. Il la traitait de défaillante, incapable de porter un enfant, et se présentait comme la victime, déclara la voix froide de Maître Croft dans la pièce silencieuse. L'oncle Arthur et tante Béatrice retinrent leur souffle et examinèrent le rapport. Cependant, ce document médical officiel atteste exactement le contraire. Mademoiselle Vance ne présentait aucun problème de santé empêchant une grossesse. C'est une forme sévère d'infertilité masculine, rendant la conception naturelle pratiquement impossible, qui a été diagnostiquée chez vous, Caleb Montgomery. À ces mots, l'atmosphère de la pièce se figea. L'oncle Arthur, les yeux écarquillés, tourna son regard du rapport vers le visage de Cal. Tante Béatrice, se couvrant la bouche de la main, laissa échapper un léger cri. Ainsi, Cal. Tu mentais depuis tout ce temps. La voix de l'oncle Arthur tremblait, non pas tant de colère que d'un profond choc. Pendant 15 ans, nous avons cru qu'Alara était responsable et lui avons dit des choses affreuses. Et toi, tu écoutais en silence ton épouse se faire humilier devant toute la famille, faisant comme si cela ne te concernait pas. Cal remua les lèvres, mais seuls des soupirs s'échappèrent de sa gorge. Il détourna désespérément le regard, fixant le sol, tout son corps tremblant. Caleb, tu t'es servi de moi comme d'un bouclier pour protéger ta fierté d'homme, lui dis-je d'une voix calme et posée, réprimant 15 ans de douleur. Tu savais à quel point j'étais humilié et combien cela me blessait lors de chaque réunion de famille. Pourtant, tu m'as demandé de cacher la vérité, disant que ta mère ne supporterait pas le choc. Je regardais Cal droit dans les yeux. À ce moment-là, Chloé, assise à côté de Cal, hurla de façon hystérique, c'est un mensonge. Cal, dis-moi que c'est un mensonge. Chloé, en sanglots, secoua Cal par les épaules. Tu as dit que vous divorciez parce que ta femme était stérile. Tu as dit qu'avec moi, nous aurions certainement des enfants, que nous vivrions heureux tous les trois dans un nouvel appartement. Tu me l'as promis. Le cri de Chloé résonna dans la pièce. Elle réalisait que son rêve de fonder une famille heureuse avec un homme d'élite, qu'elle pensait avoir enfin trouvé à 38 ans, n'était qu'une illusion. L'élu de son cœur se révélait être un voleur qui dépouillait sa femme et son entreprise, et qui, de surcroît, ne pouvait pas avoir d'enfant. Ne me touche pas. Je n'ai jamais été sérieux avec toi. Cal repoussa Chloé dans un geste de panique. Elle tomba au sol et, sanglotant, cria « Tu m'as trompé ». Depuis le smartphone posé sur la table s'éleva le cri hystérique de sa mère, des mensonges. Mon Cal, mon fils brillant, ne peut pas être défaillant. Son cri n'était pas un cri de sympathie ou de remords, c'était un cri de désespoir face à l'effondrement de son univers, de sa fierté, de sa lignée brillante et de l'opinion publique. Son fils brillant se révélait être un criminel qui trompait ses proches, vivait aux dépens de sa femme et volait son entreprise. Face à cette vérité, sa vanité était réduite à néant. Vous vous moquez tous de moi. Cal se leva soudainement d'un bond, ayant perdu la raison. Si Alara m'avait respecté davantage, rien de tout cela ne serait arrivé. Ce n'est pas ma faute. Je suis un directeur de premier ordre, le chef de famille. Il agita les bras de façon désordonnée, mais il n'y avait plus de raison dans ses yeux. Personne n'éprouvait de sympathie pour lui. L'oncle Arthur se détourna. Tante Béatrice baissa la tête, incapable de regarder plus longtemps. Monsieur Finch observait ses gesticulations avec mépris, comme s'il s'agissait d'un insecte nuisible, et moi, sans verser une seule larme, je contemplais simplement sa fin. La malédiction qui m'avait entravé pendant 15 ans était enfin levée aujourd'hui. La marque de la belle-fille inadéquate qu'il m'avait imposée s'était effacée, et toute la faute et la honte retournaient à leur véritable propriétaire. Caleb, plus personne dans ce monde ne croira tes mensonges. Mes paroles calmes furent le coup de grâce pour Cal. Il eut un hoquet et regarda lentement autour de lui, les regards méprisants de ses proches, sa maîtresse trahie qui sanglotait. Le directeur exécutif de son plus gros client qui avait complètement détruit son statut social, et au téléphone, les cris désespérés d'une mère qui croyait que son fils faisait sa fierté. À cet instant, il sembla enfin comprendre qu'il avait véritablement tout perdu. Les genoux de Cal se dérobèrent.
Telle une marionnette dont on aurait coupé les fils, il s'effondra sur le sol. S'appuyant sur ses mains, tout son corps tremblant, il éclata enfin en sanglots. C'était le spectacle pathétique et dérisoire d'un homme dont 15 ans de vanité et de mensonges venaient de s'effondrer. Mais en regardant Cal trembler sur le sol, je ne détournai pas le regard. Le règlement de compte que j'avais préparé pour eux n'était pas encore terminé. Il était étendu sur le sol, le front appuyé contre la moquette. Ses mains tremblaient. Il était difficile de croire que quelques minutes plus tôt, ce même homme prenait des airs importants au bout de la table. C'était un spectacle pathétique, pitoyable. Seuls des sanglots inarticulés s'échappaient de sa bouche. Alara, je suis désolé. J'ai été si stupide, coupa la voix tremblante de Cal dans le silence. Il redressa lentement la tête, son visage baigné de larmes et gonflé tourné vers moi. Pardonne-moi. Je ne voulais pas te faire de mal. Je ne pouvais simplement pas supporter le coup porté à ma fierté. C'est pour ça que j'ai été si têtu. Il tenta de ramper vers mes pieds. Je fis calmement un pas en arrière, évitant son contact. Ses doigts grattèrent inutilement la moquette. La fierté. Je regardai mon ex-mari d'un regard froid et implacable. Faire de ton épouse la risée de toute la famille pendant 15 ans pour protéger ta réputation. C'est ce que tu appelles la fierté d'un homme. À mes mots, Cal secoua la tête, non, non. Puis il désigna Chloé qui sanglotait à côté de lui et s'écria, c'est entièrement sa faute. C'est Chloé qui m'a séduit. C'est elle qui voulait cet appartement de standing. Je n'ai simplement pas pu lui dire non. Devant cette basse tentative de rejeter la faute sur elle, Chloé se leva d'un bond et le regarda, ne t'avise pas. C'est toi qui disais que tu divorçais de ta femme. Tu disais que ma jeunesse était ton principal réconfort, que ta femme n'était qu'un portefeuille. C'est toi qui as dit ça, Cal. Chloé, comme folle, saisit Cal par le col et commença à le secouer. Une scène répugnante d'accusations mutuelles et d'insultes commença entre eux. Telle était la véritable nature de ces personnes qui prétendaient récemment former un couple aimant. Arrête. Lâche-moi. Cal repoussa Chloé et se jeta de nouveau à mes pieds. Alara, je t'en supplie. Parle à Monsieur Finch. Je vais être licencié. Je rembourserai toutes les dettes. S'il te plaît, ne va pas voir la police. Il ne craignait pas la gravité de son délit, mais seulement la perte de son statut au sein de l'entreprise et l'opinion publique. En 15 ans, il n'avait pas prononcé un seul mot d'excuse pour la douleur qu'il m'avait causée, seulement un désir égoïste de se sauver lui-même. En le regardant, je ressentis un étonnant détachement. Autrefois, j'avais dû aimer cet homme, lui cuisiner de bons plats, attendre son retour avec le sourire. Mais à présent, devant moi se tenait simplement un homme inconnu et stupide. Il n'y avait même pas de colère, seulement une totale indifférence. Je n'ai plus aucune raison de te protéger, dis-je calmement, mais avec une froideur absolue. Que tu sois licencié ou arrêté, je m'en moque. Tu dois payer pour tes propres crimes. À ce moment-là, l'oncle Arthur, resté silencieux jusqu'alors, frappa la table et se leva. Je ne peux plus écouter ces immondices. Rouge de colère, il lança un regard noir à Cal. Cal, espèce de lâche et de criminel. Tu ne fais plus partie de notre famille. Et ne pense même pas que tu seras enterré dans le caveau familial. Ne te montre plus jamais devant nous. Tante Béatrice, serrant son sac à main, se leva elle aussi et regarda Cal avec mépris. Quelle honte de traiter Alara de la sorte. Et être stérile toi-même. Nous devons le dire à Éléanore. À cause de toi, toute notre famille est déshonorée. Il ne compatissait pas à ma douleur, il craignait la honte qu'un criminel dans leur lignée jetterait sur la famille et s'empressèrent de renier Cal. Cal s'écria, mon oncle, attendez. Mais ils quittèrent précipitamment la pièce sans se retourner. Après leur départ, seul un lourd silence et les sanglots de Chloé demeurèrent dans la pièce. Depuis le smartphone posé sur la table, la voix de la belle-mère se fit de nouveau entendre, attends. C'est entièrement ta faute. Si tu avais été plus gentil avec Cal et l'avais laissé dépenser l'argent librement, rien de tout cela ne serait arrivé. La voix de la belle-mère avait perdu toute raison et était devenue frénétique. Confrontée à la réalité de sa situation dénuée de ressources dans un pays étranger, elle tentait de préserver les restes de son ego en rejetant toute la faute sur moi. Cal, débarrasse-toi de cet avocat immédiatement et transfère-moi de l'argent pour un billet de retour tout de suite.
tu m'entends? Je suis ta mère. Cal, la tête basse, ne répondit pas. Sa vie s'était effondrée et il ne se souciait plus des dépenses de sa mère. Je m'approchai lentement de la table et appuyai calmement sur le bouton pour mettre fin à l'appel. D'un clic impersonnel, le cri de ma belle-mère fut coupé. Elle restait dans un pays étranger sans argent, sans carte de crédit pour se vanter, dans un isolement complet. Mademoiselle Vance, c'est l'heure, demanda doucement Maître Croft, qui se tenait derrière moi. Je hochai la tête en silence et m'écartai pour le laisser passer. Maître Croft sortit plusieurs dossiers de documents de sa serviette et les étala devant Cal et Chloé. Caleb Montgomery et Chloé. Voici une demande officielle de compensation de la part de Mademoiselle Vance. Compte tenu des faits d'infidélité conjugale et de vos tentatives malveillantes pour les dissimuler, nous réclamons le montant maximum à chacun de vous. En voyant la somme indiquée dans les documents, Chloé poussa un cri et se couvrit la bouche de la main. Les yeux de Cal s'agrandirent de désespoir. De plus, voici l'accord de partage des biens et l'accord de règlement concernant le contrat de prêt falsifié. Vous allez transférer la propriété de l'appartement et de tous les biens communs à Mademoiselle Vance. Et confirmer que Mademoiselle Vance n'assume aucune obligation pour la dette de 25 000 $. Maître Croft déboucha son stylo et le tendit à Cal d'un geste froid. Si vous ne signez pas, nous déposerons immédiatement plainte auprès de la police et engagerons des poursuites judiciaires dans toute la mesure possible, y compris pour l'affaire de détournement de fonds. Vous n'avez pas le choix. Cal, d'une main tremblante, prit le stylo. Sa main tremblait tellement qu'il pouvait à peine la poser sur le papier. Cette même main qui avait imité ma signature pendant 15 ans et signé un contrat de prêt en mon nom tremblait à présent en signant sa propre sentence. Alara, est-ce vraiment la fin? Cal me regarda d'un air suppliant. Une lueur d'espoir brillait encore dans ses yeux. Quelque part au fond de lui, il croyait encore que je finirais par dire « Très bien, c'est bon » et que je lui pardonnerais. Oui, c'est la fin. 15 ans. Merci pour tout, répondis-je sans aucune émotion. Je n'avais plus aucun mot à lui adresser. Cal abandonna enfin et, sanglotant, signa les documents. À ses côtés, Chloé, en larmes elle aussi, apposa sa signature. Ils avaient tout perdu et devaient désormais vivre avec d'énormes dettes et compensations. Maître Croft vérifia tous les documents et les rangea soigneusement dans sa serviette. Mademoiselle Vance, partons. Notre travail ici est terminé. Monsieur Finch hocha lui aussi la tête en silence et se dirigea vers la sortie. Je regardai une dernière fois le dos de mon ex-mari, effondré sur le sol. Devant moi ne se tenait pas l'image de l'homme que j'avais aimé autrefois, mais simplement une enveloppe pathétique, embourbée dans la vanité et l'avidité, qui s'était détruite elle-même. Au revoir, dis-je sans m'adresser à personne en particulier, et je me détournai calmement. Une agréable brise d'automne provenant du jardin du restaurant s'infiltra par la porte ouverte. Me délestant des lourdes chaînes de ces 15 années, je marchais d'un pas ferme dans le couloir. Mais pour véritablement commencer une nouvelle vie, je devais encore passer une nuit de plus. Et je ne savais pas encore qu'un enfer plus profond encore les attendait le lendemain matin. Le lendemain matin de cette éprouvante réunion de famille, les doux rayons du soleil d'automne s'infiltrèrent dans la vaste chambre de mon nouvel appartement. Je me réveillai lentement et, m'étirant dans mes draps blancs bien frais, je pris une grande inspiration. Le lourd fardeau d'être la belle-fille des Montgomery pendant 15 ans ne pesait plus sur moi. Plus de réveil en sursaut à 5 heures du matin pour préparer le déjeuner de mon mari, plus besoin de me plier à ses humeurs ni de sursauter à chaque coup de téléphone par crainte des reproches de ma belle-mère. Cette vie étouffante et infernale avait pris fin la veille. Je sortis du lit et, dans ma cuisine propre et silencieuse, je mis de l'eau à bouillir, moulus des grains provenant de mon café préféré et préparai lentement une cafetière. L'arôme profond et parfumé semblait bénir doucement le commencement de ma nouvelle vie. À ce moment-là, le smartphone posé sur la table de la salle à manger vibra doucement. Bonjour, Mademoiselle Vance. Vous avez dû être très fatiguée hier. C'était Maître Croft, l'homme qui m'avait sauvé. Sa voix, comme toujours, était calme et assurée, mais j'y décelai une note de soulagement. Maître Croft, bonjour. Merci infiniment pour la journée d'hier, et je vous prie de transmettre mes sincères remerciements à Monsieur Finch. Lorsque je le remerciai du fond du cœur, l'avocat laissa échapper un léger rire à l'autre bout du fil. Tout cela est le résultat de votre force et de votre patience, Mademoiselle Vance. Au fait, j'ai les dernières informations. Ce matin,
j'ai reçu un appel officiel du service juridique de l'entreprise où travaillait votre mari. Serrant ma tasse de café à deux mains, j'écoutais attentivement. L'entreprise où travaillaient Cal et Chloé avait pris très au sérieux l'affaire du détournement de fonds à long terme et l'utilisation du nom de leur plus gros client, Vidia Health Solutions, pour falsifier des rapports. Ce matin, lorsque Caleb et Chloé sont arrivés au travail, ils ont été immédiatement convoqués dans le bureau du président et se sont vus remettre leur lettre de licenciement sur le champ. Aucune indemnité de départ n'est bien sûr versée. De plus, l'entreprise prépare une action civile pour récupérer l'intégralité des fonds détournés. Les dettes qui pesaient désormais sur Cal n'étaient pas seulement celles-ci, la restitution à l'entreprise, une pénalité énorme pour rupture du contrat de l'appartement, un versement de compensation massif en ma faveur et le prêt de $25 000 obtenu illégalement. Au total, cela représentait une somme astronomique se chiffrant en millions. Comment un homme de 48 ans, sans emploi et à la réputation totalement ruinée, parviendrait-il jamais à la rembourser? Même s'il se déclarait en faillite personnelle, les dettes contractées par des activités frauduleuses ne sont pas effaçables. Il était condamné à être l'esclave de sa propre vanité et de ses mensonges pour le reste de sa vie. Chloé fut également licenciée et se tourna en larmes vers ses parents pour obtenir de l'aide, mais ses parents stricts ne pardonnèrent pas à leur fille d'avoir eu une liaison avec un homme marié, de surcroît, d'avoir volé son entreprise. Chloé fut chassée de chez elle et doit désormais faire face à des jours difficiles, devant payer sa part de la compensation. Le prix à payer pour avoir tenté de mener une vie facile aux dépens de sa jeunesse et du malheur d'autrui se révélait bien plus élevé qu'elle n'aurait pu l'imaginer. Quant à votre belle-mère, il semble qu'aucun de ses proches n'ait accepté de lui envoyer de l'argent à Paris. Écoutant le rapport calme de Maître Croft, je contemplais paisiblement le ciel bleu par la fenêtre. Après la journée d'hier, la famille avait complètement renié Cal et sa mère, les considérant comme une honte, laissés sans ressources dans un pays étranger. Votre belle-mère a contacté en larmes l'ambassade des États-Unis et a obtenu un prêt pour son retour. Cette femme fière et soucieuse de son image, qui voulait faire étalage d'un voyage luxueux auprès de ses amis, a fini par provoquer un scandale s'apparentant à une fraude et a dû être secourue par l'ambassade. Ce fut la plus grande humiliation pour elle. Les amis avec qui elle voyageait l'ont sûrement regardée avec mépris. À son retour, tout ce qui l'attendait était un fils qui avait perdu son logement, était sans emploi, accablé de dettes massives et, comme cela s'était révélé, incapable d'avoir des enfants. Désormais, il vivrait probablement dans un appartement bon marché, embourbé dans des accusations mutuelles au plus bas de l'échelle sociale. Après avoir écouté le rapport calme de Maître Croft, je répondis brièvement, je vois. Étonnamment, il n'y avait aucune émotion dans mon âme, ni jubilation, ni pitié. Ils avaient simplement récolté ce qu'ils avaient semé pendant 15 ans, les fruits de leur propre malveillance. Maître Croft, merci pour tout. Je inclinai la tête profondément et raccrochai doucement. Puis, prenant une gorgée de mon café encore chaud, je me levai pour commencer une nouvelle journée. Un mois plus tard, je terminai toutes les démarches pour la vente de l'appartement où Cal et moi avions vécu. L'emprunt à mon nom fut entièrement remboursé grâce à la vente, et il me resta une somme considérable. J'avais complètement coupé les ponts avec cet endroit imprégné de leur présence et me sentais légère et libre. Par une claire journée d'automne, sur l'invitation de Monsieur Finch, je me rendis dans le salon d'un hôtel de luxe du centre-ville. Les immenses baies vitrées offraient une vue sur la cime dorée des arbres. Mademoiselle Vance, vous êtes superbe. Cette ombre de fatigue que vous aviez autrefois a complètement disparu. Monsieur Finch m'accueillit avec un doux sourire. Je vous remercie. J'ai l'impression qu'un poids énorme s'est envolé de mes épaules. Désormais, je peux travailler tranquillement, à mon propre rythme, sans me soucier de personne. Quand je répondis par un sourire sincère, Monsieur Finch hocha la tête profondément et posa un dossier en cuir épais sur la table. En réalité, je voulais vous proposer un nouveau contrat aujourd'hui. Le mois prochain, notre projet de développement d'un nouveau médicament pour le marché international commence. Nous aimerions vous inviter officiellement à être la traductrice principale de ce projet. C'était le travail dont j'avais rêvé pendant 15 ans, aller au-delà du statut de travailleur indépendant et participer directement au cœur d'un projet médical mondial, le plus grand honneur pour un traducteur. Je pris le dossier à deux mains et sentis des larmes chaudes monter dans ma poitrine. J'accepte. Je vais y consacrer toutes mes connaissances et mon expérience. Quand je quittai l'hôtel, un ciel d'automne haut et clair s'étendait au-dessus de moi. J'inspirais profondément l'air frais et, redressant le dos, j'avançai. Les 15 années passées avec Cal et sa mère avaient été véritablement difficiles,
sombre, comme si je marchais à tâtons dans l'obscurité. Des jours où j'étais confiné au rôle de belle-fille, privé de dignité et utilisé comme source d'argent. Des nuits innombrables où je regrettais amèrement mon choix et pleurais en silence dans mon oreiller. Mais ces 15 années n'avaient pas été vaines. Endurant des traitements injustes, je ne m'étais jamais perdu. J'avais transformé la tristesse et le ressentiment en force, étudiant des dictionnaires médicaux et perfectionnant silencieusement mes compétences. Tandis qu'il s'amusait avec mon argent, je travaillais honnêtement, mot par mot, pour mon avenir. Grâce à ces efforts invisibles, j'avais pu me détacher complètement d'eux avec l'aide de la loi et de la société. J'avais trouvé de véritables alliés fiables comme Monsieur Finch et Maître Croft. Les souffrances passées avaient fait de moi une femme forte capable de vivre de manière indépendante. Soudain, dans une grande vitrine de magasin au coin de la rue, je vis mon reflet, une femme de 46 ans en costume bleu marine marchant le dos bien droit. Sur son visage, il n'y avait plus la moindre ombre de la peur avec laquelle elle regardait son mari arrogant, ni la tristesse avec laquelle elle endurait les reproches de sa cruelle belle-mère. C'était le visage d'une personne indépendante marchant fermement dans sa propre vie. Je m'arrêtai et souris doucement à mon reflet. Eh bien, il est temps de rentrer. Dans mon nouvel appartement hautement sécurisé, il n'y aurait plus de pas étrangers, plus de voix m'accusant. Il n'y aurait que mes livres préférés, les outils de mon fier travail et l'arôme d'un café chaud préparé juste pour moi. Au loin, on entendait les rires joyeux des enfants qui jouaient dans le parc. Les feuilles d'érable emportées par le vent froid tourbillonnaient dans une danse dorée. Ma véritable vie, à 46 ans, ne faisait que commencer. Je ne laisserai plus jamais personne s'emparer de mon existence.